Salut l'équipe, aujourd'hui on est mercredi, et le mercredi, vous savez ce que ça veut dire, sur ma chaîne YouTube, c'est le jour des best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Et là, cette fois-ci, on a parlé des awards, de la course au trophée, du MVP, en passant par le défenseur de l'année, en passant par le rookie de l'année, et plein d'autres encore, vous allez voir. Quoi dire de plus? Pas grand-chose, les trophées qu'on va décerner, je vous les présente juste après, et j'expliquerai le concept un petit peu plus, pour ceux qui le découvriraient aujourd'hui. Alors let's go, hein, on y va, qui mérite les trophées aux 3/4 de la saison NBA 2023-2024 ? Sauf qu'avant de partir dans le vif du sujet, il faut que je vous parle du sponsor du jour, le NBA League Pass. Et ce League Pass, en ce moment, en plus de ça, vous pouvez le choper à moins 50%, soit moins de 60€ pour tous ses contenus, c'est de la folie. Là, comme vous le savez, il reste une quinzaine de matchs par équipe et la course au play-in est complètement folle, dans les deux conférences. En ce moment, à l'ouest, on a Phoenix, Sacramento, Dallas, Golden State et les Lakers qui se tapent pour essayer de participer aux playoffs sans passer par les play-in, tandis qu'à l'est, on a Orlando, Indiana, Philadelphie, Miami et même pourquoi pas New York qui vont essayer de se disputer pour voir qui pourra se qualifier en playoff directement. Non, rien que pour ça, cette fin de saison elle va être folle et elle va être à suivre attentivement. Et pour ça en vrai, quoi de mieux que le NBA League Pass pour regarder la NBA où vous voulez et quand vous voulez, mais aussi de la façon dont vous voulez. Avec cet outil vous pouvez regarder les matchs en direct comme en différé, avec le mode no spoil, mais aussi en condensé pour ceux qui n'ont pas le temps. Vraiment vous pouvez tout faire comme vous le voulez. Et puis vous le savez, ce n'est pas un hasard si on en parle aujourd'hui, la course au trophée est complètement folle également en cette fin de saison. Pour le MVP par exemple, le trophée le plus important, aujourd'hui rien n'est joué, et pour plein d'autres awards ça va être la même chose. On le sait en plus, généralement pour ces trophées, un gros run en fin de saison de la part d'un joueur peut absolument tout changer, raison de plus pour ne rien rater de cette fin de saison. Donc pour ça, vous savez quoi faire, vous allez chercher mon lien que vous trouverez dans la description, vous cliquez dessus, parce que oui, chaque clic est un soutien direct à mes projets, et vous vous abonnez, rien de plus simple. Honnêtement la MIF, je compte sur vous, faites-vous kiffer en vous abonnant au League Pass à prix réduit, et faites-moi kiffer en allant cliquer sur mon lien. Pour ça, je vous remercie très fort, et avant qu'on passe aux awards, je vous souhaite à tous une très bonne fin de saison, et même de très bons playoffs avec le League Pass, parce que vous ne manquerez rien. Retenez ça, quelques clics, moins de 60€ à dépenser, et vous n'aurez plus qu'à profiter. Enjoy la MIF. Aujourd'hui, on va reparler des awards, comme on l'avait déjà fait plus tôt dans l'année, hein, c'était au mois de décembre de mémoire, ça fait des années que je fais ça, vous connaissez un petit peu le concept, je fais plusieurs rendez-vous dans l'année, généralement j'en fais 3, là j'avoue je suis un petit peu en retard, d'habitude je fais un deuxième épisode des awards aux 2/3 de la saison, et là les 2/3 on les a passés, on est plutôt aux 3/4 de la saison, donc on verra si ça a du sens de refaire un live comme ça sur les awards une fois que la saison sera terminée. En tout cas là aux 3/4 de la saison, je trouve que c'est le bon moment pour essayer de voir où sont tous les favoris dans la course à leur trophée, et est-ce qu'on peut déjà dégager des tendances, ou est-ce qu'il y a déjà des trophées pour lesquels c'est déjà joué. Donc tout ça on va en parler, comme vous le voyez on va décerner 8 trophées aujourd'hui, le trophée jaune d'œuf du meilleur rookie, le trophée Bob Locke du meilleur défenseur, le trophée Ivan Maître du joueur le plus clutch, un trophée qui est compliqué à attribuer, je le cache pas, le trophée Hans Céphale du meilleur coach, le trophée Joker du meilleur 6ème homme, le trophée Alain Provis de la meilleure progression, le trophée Omer Dalor de la plus grosse déception, un trophée qui n'existe pas en NBA mais que j'ai eu envie de rajouter, que je remplacerai peut-être l'année prochaine par le trophée du meilleur dirigeant, j'ai déjà une idée de jeu de mots, donc on en parlera plus tard. Et enfin le trophée, on finira par le trophée le plus important, hein, en gros le trophée du MVP, le trophée Yvan du rêve du meilleur joueur. Donc voilà, ça c'est les trophées qu'on va faire. À chaque fois, pour chaque trophée, vous connaissez aussi, il y a 3 candidats. Les 3 candidats, c'est le Discord, c'est les abonnés du serveur Discord qui les ont choisis en répondant à des sondages. Donc rejoignez le serveur Discord, hein, si vous voulez participer au choix des candidats, c'est important. Vous aurez le lien dans la description du best-of sur YouTube. Et du coup, voilà, moi je veux pas vous entendre râler si vous n'avez pas voté pour vos candidats préférés. Parfois, bien sûr, moi aussi je suis pas toujours d'accord avec les 3 candidats, mais il faut se plier à la majorité, c'est le Discord qui a choisi, il y a eu une 30aine de votes, donc on va se fier à ces spécialistes du Discord, et voilà, n'hésitez pas à les rejoindre pour la prochaine fois si vous voulez participer, et si vous voulez choisir vos candidats. Sauf que vous, sur Twitch, vous allez avoir une responsabilité qui est super importante, vous aussi, parce que parmi les 3 candidats, une fois que je vous les aurai présentés, c'est vous qui choisirez le lauréat du trophée. Moi, de mon côté, une fois que vous aurez voté, je vous donnerai mon avis, on verra si on est d'accord ou pas, et ça permettra de comparer en regardant ensuite toutes les stats du Discord, mais entre vous sur Twitch, entre les abonnés du serveur Discord, et entre mon avis, si on est tous sur la même longueur d'onde, ou au contraire, si on a des avis qui ne concordent pas et qui s'inversent. Donc tout ça on verra, et puis voilà, n'hésitez pas aussi, tous ceux qui vont voir le best-of sur YouTube, à commenter, pour essayer de faire le juge final pour le trophée, et voilà, ça fera plaisir aussi d'avoir les avis de tout le monde, pour voir effectivement si des fois il y a des consensus, ou alors pas du tout, parce que effectivement, on va le voir, il y a des trophées où il y a encore beaucoup de suspense.
Donc comme vous l'avez vu, on commence par le trophée John Duff du meilleur rookie, et donc il faut savoir que sont considérés comme rookies les joueurs qui jouent leur première année, et c'est important parce que, par exemple, Chet Holmgren ne fait pas partie de la draft 2023, il a été drafté en 2022, et pourtant il est considéré comme rookie parce qu'il joue sa première année en NBA, vu que pendant toute sa première saison il a été blessé. Là, comme pour tous les trophées, je vais le dire pour les rookies, mais je le répéterai pas pour les autres, le rookie de l'année en NBA, c'est une élection qui est faite par un panel qui est désigné par la NBA. En gros, c'est un mix de journalistes, de médias et d'experts, et quand on voit un petit peu ce qu'ont fait les votes dans l'histoire, ça nous a permis de dégager plusieurs critères qui étaient importants pour gagner le rookie de l'année, et donc forcément qu'on va reprendre pour le trophée John Duff. Le critère numéro 1, c'était déjà, forcément, si tu veux être un bon rookie, si tu veux être élu rookie de l'année, il faut performer statistiquement de manière individuelle. Les pourcentages semblent pas trop importants, j'ai l'impression qu'on pardonne beaucoup aux rookies des manques d'adresse. Le bilan semble aussi secondaire, on comprend que les rookies qui souvent sont draftés haut, arrivent dans des équipes qui sont moins bonnes, ne gagnent pas dès leur première année. Par contre, il faut faire des chiffres au point, et si t'es un intérieur, au rebond, potentiellement au contre, si t'es un meneur ou un arrière aussi à la passe, il faut faire des stats tout simplement pour être rookie de l'année. Ensuite, un deuxième critère qu'on a vu, c'est que souvent, ça demande pour être rookie de l'année une certaine régularité. Ou alors, si on n'a pas cette régularité, il faut au moins une montée en puissance, une montée crescendo tout au long de la saison. On l'avait vu par exemple l'année dernière avec Scottie Barnes, qui avait mal commencé, mais qui avait fini la saison sur les chapeaux de roue. Non, c'était pas l'année dernière, pardon, c'était il y a 2 ans avec Scottie Barnes, parce que l'année dernière c'était Banchero. Et donc Barnes avait fini sa campagne sur les chapeaux de roue et avait réussi à remporter le trophée de rookie de l'année. Par contre, on voit qu'un rookie par exemple qui aurait commencé très fort et qui lui va subir une courbe descendante, va vite perdre de sa hype et n'aura que peu de chance finalement d'être élu rookie of the year. Donc voilà, comme je dis, pour être élu rookie de l'année, le mieux c'est d'être régulier pendant tout au long de la saison, mais si tu as une courbe qui est ascendante, si t'as pas été forcément bon au début de la saison, mais que si ta courbe est positive, tu augmentes tes chances finalement pour remporter ce trophée. Et enfin, le critère numéro 3, je trouve que c'est le rôle et les minutes jouées. Un rookie de l'année qui est déjà qui joue beaucoup de temps de jeu, qui est déjà vu comme une option principale de son équipe, forcément il va être plus mis en valeur qu'un rookie qui sort du banc, évidemment. Donc après on l'a vu, il y a d'autres critères qui peuvent être mis en avant, je les ai déjà entendus dans certains débats, là-dessus on parle du leadership, de la maturité, de l'adaptabilité, de toutes ces choses-là, mais pour moi ça c'est secondaire, c'est plutôt des critères qui vont servir à départager si besoin, si dans tous les autres critères il y a des égalités, mais comme je disais, c'est pas les critères qui me semblent les plus primordiaux pour le rookie de l'année. Bref, j'en ai déjà assez parlé, je crois de ce trophée, on fera beaucoup plus vite sur les autres, mais là c'était le premier, c'était bien d'y passer un petit peu de temps, et là je crois qu'il est temps de vous présenter mes candidats, et le premier que vous avez choisi sur le Discord, évidemment, on en a déjà parlé plus tôt, c'est Chet Holmgren. Et comme je disais, lui, il est issu de la draft 2022, il a pu prendre le temps d'apprendre sur le côté, du côté d'OKC, pendant que ses copains jouaient, pendant sa première saison, à comprendre un petit peu le rythme et la vie d'un joueur professionnel en NBA, et au final, ce qu'on voit, c'est que dans une cuvée de rookie qui est déjà très bonne, il apporte encore du level dans cette espèce de très haut niveau de compétition dans cette cuvée de rookie. À la base, il était prévu dans la précédente, mais voir que dans cette cuvée déjà bonne, on a encore plus Chet Holmgren, ça nous montre qu'on a une cuvée, alors légendaire, j'exagère peut-être un peu, mais pas loin, elle est au moins épique. En tout cas, pour revenir à Chet Holmgren, c'est un bon défenseur, avec vraiment de super instincts de contreur, mais en parallèle, en plus de ça, en plus d'être bon en défense, c'est une arme offensive qui est super polyvalente. C'est un joueur qui peut s'écarter, qui shoot bien, qui se bat bien au rebond aussi, et ce qui est appréciable, c'est que malgré son poste d'intérieur, il a ce côté licorne en fait, qui en plus de shooter, peut créer un minimum pour lui, mais aussi profiter des jeux des autres, par exemple, qui eux vont créer pendant que lui va s'écarter et dégainer de loin. Donc c'est sûr qu'après, on lui reproche un petit peu, ou en tout cas on dit que c'est pas le plus costaud, pas le plus épais, Chet Holmgren, c'est vrai, n'empêche qu'il compense avec une vraie dureté, je trouve, dans la raquette, et ce qu'on voit, c'est que, pour sa première saison, là, à 3/4 de sa première saison, on a un intérieur, on a un Chet Holmgren qui a déjà un vrai rôle dans une des teams, OKC donc, les plus ambitieuses de la conférence Ouest, et voir que Chet Holmgren c'est déjà un pilier dans une équipe qui gagne, je trouve ça significatif. En fait, sa force, je trouve, à Holmgren, c'est vraiment d'être super efficace. C'est un joueur qui a d'excellents pourcentages, comme vous pouvez le voir, qui est super mature, qui fait souvent les bons choix dans le jeu, et c'est pour ça qu'il obtient du temps de jeu dans cette équipe du Thunder qui a des ambitions. J'ai l'impression que même s'il a pas encore joué un seul match de playoff de sa vie, on sait d'avance qu'on pourra compter sur lui en playoff, même si ça se trouve, dans quelques semaines, il me fera mentir. Donc comme je disais, c'est déjà l'un des meilleurs contreurs de la ligue, il est 3ème derrière Victor Wembanyama et derrière Walker Kessler, sauf que je trouve qu'en plus de ça, il est pas qu'un protecteur de cercle, parce qu'avec son profil, avec son mix de longueur, sa dureté, sa mobilité, son agilité aussi, et même son adresse de loin, on se rend compte qu'il réalise de
dans tous les aspects, vraiment dans tous les secteurs, une saison qui est très compétitive pour aider Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder à aller au titre, ou peut-être pas le titre, on va peut-être pas s'enflammer, mais au moins le plus loin possible. Je trouve qu'il a vraiment une présence des deux côtés du terrain qui est décisive pour OKC. Il a peut-être pas le profil pour être un franchise player, du moins pas tout de suite en tout cas, faudra voir ce que ça donne dans quelques années, mais en tout cas, en ce moment, je trouve qu'en tant que pièce complémentaire avec un meneur comme Shai qui lui est au centre de l'attention, il apporte vraiment tout ce qu'il faut dans un rôle de lieutenant, parce que c'est un joueur qui joue propre, qui est intelligent, qui est efficace, qui possède plein de qualités, et qui je trouve sait quoi apporter à son équipe pour l'aider à win, et même si forcément c'est pas les critères qui pèsent le plus dans un trophée de rookie de l'année, c'est quand même très respectable de soulever toute cette maturité et cet impact que Chet Holmgren a en tant que rookie dans une équipe aussi ambitieuse. Le deuxième que vous avez choisi sur le Discord, c'est Brandon Miller. Brandon Miller, lui, c'est un joueur qui a mis longtemps à éclore, mais on l'a dit dans les critères, finalement les rookies qui montent en puissance au fur et à mesure de la saison, même s'ils ont mal commencé, ils plaisent souvent aux votants. Et ce qu'on voit, c'est que Brandon Miller, depuis le mois de janvier, après un début de saison compliqué, il a commencé à trouver son rythme, et il a même fini le mois de février à plus de 20 points par match, c'est fort, surtout qu'il a fait quelques perfs à 30 points ou plus, 2-3 perfs à 30 points ou plus au mois de février, et surtout un mois où il montrait qu'il était capable de faire preuve de plus en plus de régularité au scoring. Maintenant, c'est vrai que même si de plus en plus il a le volume dans le scoring, c'est pas le joueur encore le plus régulier sur ses pourcentages. C'est quand même un mec qui peut connaître encore pas mal de soirs sans. N'empêche que je trouve qu'il reste plus ou moins généralement une valeur sûre sur catch and shoot. Au moins, quoi qu'il arrive, il a pas de chute de confiance. Les tirs qu'il doit prendre, il les prend. Il est peut-être juste un petit peu trop en difficulté quand on lui demande de trop créer pour lui. Ça, c'est peut-être la prochaine phase de son apprentissage, parce qu'il a vraiment le potentiel pour être un créateur pour lui, mais peut-être qu'il est encore un petit peu trop brut, et c'est ce qui explique des fois, quand il crée ses shoots, une sélection qui peut être discutable en tout cas, et des pourcentages qui sont en baisse. Et je trouve que c'est dommage parce que avec la Melo Ball, au moins sur le papier, ils étaient très complémentaires, et je trouve que même le duo nous a montré quelques bons flashs positifs qui pouvaient être prometteurs, sauf qu'on le sait, la Melo Ball a été blessée pendant quasiment l'intégralité de la saison, en tout cas une bonne partie, et finalement on les a pas assez vus ensemble, et pourtant j'ai l'impression que c'est un duo qui peut être prometteur à condition que les deux joueurs restent en bonne santé. Il va falloir que la Melo joue plus de matchs. Donc en attendant, la Melo il est pas là. Mais ce qu'on voit, c'est que plus la saison avance, et plus Brandon Miller monte son potentiel, il peut vraiment être un vrai two-way player, je trouve. C'est un joueur qui est long déjà en défense, qui peut switcher sur les postes 1 et 4, qui a une grosse envergure, et il arrive vraiment à utiliser sa longueur, mais aussi des mains très actives pour être vraiment très efficace en défense sur l'homme. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il a encore quelques difficultés à se placer loin du ballon. Il est un peu naïf aussi dans sa prise de décision défensive. N'empêche qu'il a une polyvalence de ce côté-là du terrain qui est très intéressante. En attaque, comme je disais, il a encore besoin d'être poli, mais il a une espèce de smooth, de fluidité que je trouve qui est prometteuse. Il a l'air très à l'aise avec la balle entre les mains, et je pense que si déjà il peut être un 3&D aujourd'hui, il peut devenir plus que ça, un vrai two-way player, parce qu'il a le potentiel pour devenir un scoreur aux 3 niveaux à terme. Pour arriver à ce niveau-là, pour être un créateur, je pense que le temps sera la clé, mais ce qu'on voit, c'est que dans sa saison rookie, où il avait surtout besoin de s'acclimater au rythme de la NBA et de prendre de la confiance, il est en train de la trouver, et il finit très bien. Donc vraiment, Brandon Miller, j'ai beaucoup de bien à dire de son côté, et surtout sur sa deuxième partie de saison en tant que rookie. Et le troisième que vous avez choisi, évidemment sans surprise, c'est Victor Wembanyama. On s'en rappelle, Victor, il y avait déjà énormément d'attentes avant sa draft, et ce qui est fou, c'est que ces attentes, elles avaient beau être très hautes, il les a dépassées, et ce qu'il est en train de montrer, Victor, pour sa saison rookie, c'est que c'est juste un talent générationnel. C'est déjà l'un des meilleurs défenseurs de la NBA, et je dis pas meilleur contreur, parce qu'en termes de stats, c'est déjà le meilleur contreur, mais clairement l'un des meilleurs défenseurs de la NBA. C'est un joueur qui est très grand, qui est un vrai intimidateur, qui est trop long, qui est trop mobile, qui est trop étouffant pour les adversaires, et ce qu'on voit, c'est que avec ces qualités-là, avec ces outils physiques aussi qu'il a, Victor, il a une carrière qui part sur des bases qui sont incroyablement prometteuses. Il coche toutes les colonnes statistiques comme personne, on disait que c'était important les stats pour un rookie, regardez, il tourne déjà dans un gros double-double tout en étant le meilleur contreur de la ligue. Bon, après il perd des ballons, ses pourcentages, même s'ils sont en amélioration, sont pas forcément non plus excellents, même si forcément 46% au global et 33% à 3 points, ça reste très correct pour un rookie, mais ça c'est les choses qu'on peut un petit peu lui critiquer, mais c'est ce qu'on disait, ce genre de déchets quand tu es rookie, c'est souvent très pardonnable, surtout que Victor joue dans une équipe des Spurs qui n'a que très peu de fond de jeu, et où forcément il y a beaucoup de déchets collectifs, donc c'est pas non plus surprenant qu'il en fasse lui aussi. En tout cas, comme je disais, lui il coche toutes les cases, c'est un mec qui peut faire des triples-doubles, Victor déjà, qui peut faire des 5x5, limite les mains dans les poches, qui est présent dans tous les secteurs statistiques, en plus d'être le meilleur contreur de la ligue, c'est aussi un joueur qui tourne à plus d'une interception, et dans l'histoire, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a autant de joueurs qui avaient pu tourner à des moyennes de points de contre et d'interception aussi hautes que celles de Victor avant ses 20 ans, et Wemby, lui, réussit cette
d'accomplissement, sachant que je parle beaucoup de défense depuis tout à l'heure, on va peut-être en reparler plus tard, mais en attaque aussi, il faut se rendre compte qu'il semble déjà être capable de faire limite tous les moves. Et le pire, c'est que depuis le All-Star Break, on voit que plus sa saison rookie avance, plus il se sent à l'aise parce que ses stats sont encore en augmentation. On parlait de rookie wall sur 2-3 matchs, mais finalement ce rookie wall il a vraiment pas duré parce que Victor, là il montre que c'est impossible de lui fixer des limites parce qu'en ce moment on a l'impression qu'il est capable de tout. Comme je disais, même son adresse et sa sélection de shoot sont meilleurs que lorsqu'il est arrivé en NBA. Ça montre qu'il s'acclimate lui aussi et que le changement de rôle, quand Greg Popovich a décidé de le mettre au poste 5, lui a fait du bien. Et ce qu'on voit, c'est qu'en tant que rookie, il bat des records pour des rookies en même pas 30 minutes de temps de jeu de moyenne. C'est quand même assez dingue. Donc bien sûr, à côté de ça, on a une équipe des Spurs qui perd parce que autour de lui, Victor, il a vraiment un roster inexpérimenté. Mais malgré ça, je trouve que Wembanyama, rien qu'avec sa présence, pourtant dans une équipe qui perd beaucoup, arrive à donner le sourire à toute la fanbase des Spurs qui se frotte les mains quand il pense au futur. Et ça, c'est dingue parce qu'à lui tout seul, de toute façon, même on l'a vu, même cette année, il a réussi à porter son équipe vers plusieurs exploits, même face à des équipes contre qui les Spurs auraient dû perdre. Mais non, parce que Wemby a sorti des énormes matchs et a pu donner le sourire à toute cette fanbase des Spurs. Donc ce qu'on voit, c'est que Victor, c'est déjà un game changer des deux côtés du terrain et clairement, il part sur des bases incroyablement bonnes et en plus de ça, dans le futur, il semble vraiment en mesure de repousser peut-être encore plus les limites de la ligue. Donc que du positif à dire sur Victor et on va voir ce que vous pensez pour ce qui est du vote. Pour le trophée John Duff du meilleur rookie aux 3/4 de la saison 2023-2024, vous avez choisi, je mets mon petit roulement de tambour. Sans surprise, Victor Wembanyama à 97%. 3% pour Chet Holmgren, 0% pour Brandon Miller. Effectivement, on va pas en faire des masses. Moi aussi, c'est mon rookie de l'année parce que je le trouve complètement... Enfin voilà, Chet Holmgren est excellent et dans plein d'autres QV, il aurait été rookie de l'année. Mais la Victor est juste complètement au-dessus. C'est un joueur qui... Enfin voilà, Chet Holmgren est très bon, mais Victor Wembanyama est encore meilleur. Je n'ai pas d'autres mots. Malgré les défaites de son équipe, c'est le franchise player de sa team et pour moi, il n'y a pas trop de débat. Il a plié le game sur la deuxième partie de saison. Victor est rookie de l'année pour vous, pour moi et pour le Discord. On va voir si c'est le cas aussi. Pour le Discord, effectivement, loin devant avec 90 points. Voilà, Chet Holmgren arrive en 2, Brandon Miller en 3. Sur le Discord, il faut savoir que chacun mettait son top 1, 2, 3. Et on voit qu'on a eu aussi des voix. Raïm Raquez Jr., bien sûr, c'est mérité. Ausar Thompson du côté de Détroit, qui est un peu plus en difficulté après un début de saison prometteur. Et Keyonte George, je suis bien content, un de mes chouchous dans la QV de rookie, qui effectivement est peut-être un peu juste pour être top 3, mais mérité qu'on le cite. Je suis content qu'il ait eu quelques votes parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait du côté du Utah. Mais bon, on est tous d'accord. Cette QV rookie est très bonne, mais largement au-dessus qui plane. On a Victor Wembanyama cette année et tous les votes l'ont montré, donc on est sur un accord global. La trilogie est là, ça fait plaisir. Voici maintenant le deuxième trophée, le trophée Bob Locke du meilleur défenseur, avec ses beaux barbelés autour du front. Là, ce qu'on voit dans l'histoire, encore une fois, je vais parler des critères pour chaque trophée, c'est qu'il y a eu plusieurs profils possibles. Donc, des fois, on l'a vu, c'était rare, mais on l'a vu, des fois, des espèces de bulldogs, des chiens de garde défensifs qui sont des lockdowns au poste d'arrière comme Marcus Smart peuvent le gagner, mais beaucoup plus souvent, ce qu'on voit dans l'histoire, c'est que c'est souvent les rim protecteurs élites comme Rudy Gobert ou même Jaren Jackson Jr. l'année dernière qui le remportent vraiment de manière générale et de manière la plus fréquente. Par contre, on l'a vu aussi, des mecs qui peuvent tout switcher, comme Giannis ou Draymond Green, peuvent aussi avoir leur moment de gloire. Donc vraiment, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de comment on établit les critères pour être le meilleur défenseur, on va choisir des profils différents. Comme je disais, soit un chien de garde arrière, soit un protecteur de cercle, soit un mec qui switche tout. Sauf que, on l'a vu, les stats au contre, souvent, c'est décisif, et les protecteurs de cercle ont bien souvent l'avantage. On voit aussi qu'en plus des contres, on a les stats au rebond qui comptent, souvent. Les meilleurs rebondeurs, si c'est des bons contreurs, sont souvent dans la discussion pour ce trophée. Les stats aux interceptions comptent elles aussi, même si évidemment les chiffres ne font pas tout. Depuis qu'on a les statistiques analytiques, on se rend compte que le trophée de meilleur défenseur est souvent donné au meilleur défenseur d'une des meilleures équipes en termes de rating dans la ligue. En tout cas, quand t'es le meilleur défenseur de la meilleure défense, forcément c'est un gros avantage. Et il faut se rendre compte aussi qu'un défenseur individuel qui est dans une équipe qui défend mal, même s'il est très bon, ce sera quand même difficile de lui donner le trophée s'il est le seul à défendre dans son équipe. Donc voilà, il faut aussi être régulier pour être le meilleur défenseur. Faut pas juste faire des highlights isolés, comme j'appelle ça, des gros contres dans les top 10. Ça m'intéresse pas. On a plein de gros contreurs qui ne sont pas des bons défenseurs parce qu'ils vont juste tout donner pour contrer. Et je trouve que Jaren Jackson Jr. c'était un peu ça l'année dernière, mais ça c'est un point de vue qui se débattra une autre fois. Et voilà, donc pour finir, sur ces critères, vu que, comme je disais, les rebonds et les contres, ça reste primordial historiquement comme statistique, on l'a vu, les big men sont souvent favorisés pour ce trophée, et comme vous allez le voir de toute façon sur Discord, vous avez choisi que des big men. Et le premier que vous avez choisi, c'est Anthony Davis. Là j'ai l'impression que AD, on a vu de retour un peu son côté dominateur l'année dernière.
en tout cas en fin de saison dernière et pendant les playoffs. Sauf que il a eu pas mal de pépins physiques. Et cette saison, globalement, même s'il connaît encore pas mal de pépins physiques dernièrement, c'est moins que d'habitude, et en plus de ce AD dominateur, on a revu un AD en meilleure santé. Là, j'ai la chance de l'avoir vu en vrai la semaine dernière à Los Angeles, et je l'ai trouvé complètement époustouflant face à Minnesota. On se rappelle de son match à 27 points, 25 rebonds, qui a beaucoup fait parler, et surtout une très grosse présence défensive dans cette victoire. Il était partout. Le souci, c'est que, je l'ai vu aussi quelques jours avant face à Sacramento et face à Domantas Sabonis, et là, il s'est complètement écrasé, il était beaucoup moins dominateur, et c'est un petit peu le souci de Anthony Davis, ce côté irrégulier. Sauf qu'on lui reproche souvent ça, mais ce côté irrégulier, pour moi, je ne l'attribue que à l'attaque. Parce qu'en défense, je trouve que globalement, même quand il est effacé en attaque, ça reste une valeur sûre. Malheureusement, du côté des Lakers, c'est ce que je disais un petit peu quand j'établissais les critères, il n'a pas beaucoup de monde pour l'aider. Et ce qu'on voit, c'est que beaucoup de choses reposent sur lui du côté défensif. C'est un peu lui la tour de contrôle. Et à Los Angeles, avec des mecs comme D'Angelo Russell, comme Dinwiddie, comme Austin Reeves, on a un premier rideau qui est très perméable, et c'est à lui de tout rattraper en deuxième rideau. Il fait très bien son taf, mais ce qu'on voit, c'est que ça suffit pas aux Lakers pour régler tous ces soucis défensifs qu'il continue à avoir. N'empêche que lui, globalement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Il se décourage pas, il continue à faire de son mieux. On a des stats avancées qui le montrent. Les pourcentages de ses adversaires baissent vraiment quand ils sont face à lui. Au niveau des stats, c'est le 3e meilleur rebondeur NBA, le 5e meilleur contreur. Comme je disais, forcément, c'est des chiffres qui jouent. Il tourne aussi à plus d'une interception par match. Ça vient rajouter un petit bonus. Il a aussi ce côté où ça peut être un rim protecteur qui peut contrer, mais il est suffisamment mobile et polyvalent pour switcher, donc il peut répondre à pas mal, à deux profils différents. C'est intéressant, et je trouve que vraiment, individuellement, Anthony Davis, pour ce trophée, il coche tous les critères. Dommage, finalement, que les Lakers ne l'aident pas collectivement pour lui faire gagner un petit peu de valeur dans ce trophée, parce que je pense que c'est tout ce qui lui manque. Le deuxième que vous avez choisi, c'est Rudy Gobert. Et là, c'est le scénario inverse des Lakers, parce que comme je parlais de cette équipe de Los Angeles qui avait de gros soucis défensifs en NBA, là, les Wolves, c'est tout simplement, et même de loin, la meilleure équipe défensive en NBA en termes de rating. Et c'est normal, en fait, parce qu'on s'en rend compte, cette équipe est remplie de bons défenseurs qui peuvent faire des sacrifices, qui peuvent défendre ensemble, qui peuvent communiquer, qui peuvent se compléter, et donc ce serait mentir de dire que Rudy Gobert, c'est la seule raison pour laquelle Minnesota est la meilleure défense de la ligue. Par contre, j'ai pas peur de dire que Rudy Gobert est clairement la raison principale de cette grosse défense des Timberwolves, parce que Rudy Gobert, c'est clairement la tour de contrôle, lui aussi, même le capitaine d'une défense qui, certains soirs, semble vraiment capable d'éteindre toutes les autres équipes NBA en face. Rudy, c'est le patron de la peinture, c'est une présence qui fait peur, historiquement, à ses adversaires. On sait que c'est un mec qui a déjà été 3 fois Deep-Boy et qui protège la raquette avec ses grands bras comme peu de monde le fait. Et ce qu'on voit, c'est que, en fait, quand il est là, les joueurs tentent 6% de shoot en moins que quand il est pas là, et que les seuls joueurs qui osent prendre des shoots quand il est là shootent à 48%, donc ne réussissent même pas 1 sur 2 de leurs tirs face à Rudy Gobert. Et dans ces deux stats, c'est le meilleur joueur de la NBA. Ça montre à quel point non seulement c'est un protecteur de cercle élite, mais même quand il contre pas, sa présence est vraiment dissuasive et joue justement pour une défense en termes d'impression et de dissuasion. Donc maintenant, voilà, c'est aussi le deuxième meilleur rebondeur de la NBA. Encore une fois, dans les chiffres, il coche beaucoup de cases. Maintenant, c'est clair que c'est pas celui qui switch le plus, c'est pas le défenseur le plus polyvalent de tous. N'empêche qu'il est capable de sortir un minimum sur les shooters, sur des close-out pour dépanner un peu. Je trouve qu'en plus de ça, il avait trouvé une très bonne complémentarité avec Karl-Anthony Towns avant que Kat se blesse. Comme je disais, il a déjà 3 Deep-Boy. Là, il est le meilleur défenseur cette année de la meilleure défense en NBA. Est-ce qu'il est en route pour le 4e? C'est vous qui allez choisir ça quand ce sera le moment des votes juste après. Mais avant ça, il faut que je vous parle du 3e candidat que vous avez choisi. Encore une fois, Victor Wembanyama. Est-ce que vous me l'avez choisi à tous les trophées? En tout cas, pour l'instant, ça part bien parce qu'il est pour le rookie de l'année et pour le meilleur défenseur. Donc oui, revoilà Victor, et ça a tout fait quand même 2 Français dans le top 3 du meilleur défenseur. Donc ça montre à quel point les tricolores ont du potentiel défensif, en tout cas à l'intérieur. Donc par contre, il faut se rendre compte que les Spurs, encore une fois, c'est l'une des pires défenses de la ligue, et c'est la raison pour laquelle on a longtemps écarté Victor Wembanyama des débats pour ce trophée du meilleur défenseur. Sauf qu'aujourd'hui, plus la saison avance, plus les observateurs, j'ai l'impression, se rendent à l'évidence, parce que ok, Victor a vraiment aucune aide de ce côté-là du terrain, aucune aide défensive, et pourtant, du côté des Spurs, il fait tout, il est partout. Donc bien sûr, je l'ai répété déjà tout à l'heure quand on parlait de lui en tant que rookie, c'est le meilleur contreur de la NBA, il utilise parfaitement sa longueur pour dissuader, énormément dissuader, il fait aussi beaucoup d'interceptions, parce qu'il se place bien sur les lignes de passe, il a une bonne anticipation, et avec une telle envergure, une telle mobilité, mais aussi une telle vivacité, c'est un joueur très vif, Victor Wembanyama, ça devient très compliqué d'attaquer face à lui, mais aussi de faire des passes, de shooter, c'est compliqué de faire n'importe quel geste du basket quand il est en face. En plus de ça, je trouve
qu'il déploie une grosse énergie en tant que rookie, c'est un joueur qui est frais, qui en plus de ça défensivement a de super instincts, de super timing, vraiment, hein, quand une balle est dans les airs, il semble capable de tout dévier tout le temps dans sa moitié de terrain et d'être partout en une fraction de seconde. Donc tout ça c'est fort, il va chercher des ballons super haut sur ses contres et sur ses rebonds, et ce qu'on voit c'est que les adversaires sont vraiment obligés d'envoyer des espèces de rainbow shots qui vont toucher les bannières en haut plafond, pour les équipes qui ont des bannières au plafond, pour passer au-dessus des bras de Victor Wembanyama. Je trouve que y a une stat qui est assez folle, c'est que sur le mois de février, Victor, à lui tout seul, a fait plus de contres que 7 équipes en NBA. Alors pas les 7 équipes réunies, hein, mais 7 équipes individuellement, au mois de février, on fait moins de contres que Victor à lui tout seul. Rien que ça montre à quel point il est dominateur dans la protection de cercle. Donc ce qu'on voit, j'ai pas peur de le dire, c'est que Victor, il est en train de réaliser l'une des meilleures saisons rookie de l'histoire, et ça me plairait bien, je pense, d'essayer de faire une vidéo, là, bien, vous me direz hein, si ça vous intéresse dans le chat ou dans les commentaires, si ça vous intéresse que je fasse un overtime avec des chiffres comme d'habitude, comme j'aime le faire, pour élire la meilleure saison de rookie de l'histoire et comparer Victor là-dedans. À mon avis, il est sur des bases qui peuvent être super intéressantes, qui peuvent permettre de bien le classer là-dedans. Sa défense y est pour beaucoup, on parle du meilleur défenseur ici. Le bilan des Spurs et la défense générale de l'équipe peuvent vraiment l'handicaper pour le trophée de défenseur de l'année. Lui-même a dit que cette année, il était ok pour laisser le deep-oil à Rudy, son compatriote français, mais que toutes les autres années, ce serait pour lui parce que c'était la dernière fois. On va voir si vous êtes ok avec ça, on va voir si pour lui, il mérite de le gagner dès cette année, ou si Rudy Gobert ou Anthony Davis sont devant lui, parce que ça va être le moment des votes pour vous. Alors du coup, pour le trophée Bob Locke, du meilleur défenseur de la saison, enfin, ou 3/4 de la saison 2023-2024, à 74%, vous avez choisi, je vous mets le petit tambour comme d'habitude, pardon, Rudy Gobert. J'ai fait une petite feinte, j'ai bégayé, c'était pas Victor Wembanyama, c'est bien Rudy Gobert, même si Victor a eu 19% des votes et qu'Anthony Davis en a eu 7%. Là encore, pas trop de débat, Rudy Gobert loin devant, parce que effectivement, Anthony Davis et Victor Wembanyama sont de très bons défenseurs individuels, mais souffrent sûrement du fait que leurs équipes ne soient pas bien classées dans les ratings et même dans le classement de la NBA de manière générale. Je pense que ce manque de défense collective les pénalise un peu, même si Victor individuellement semble déjà beaucoup plus polyvalent que Rudy, mais beaucoup moins expérimenté aussi, donc laissons-lui le temps, ça viendra un petit peu, et il arrivera à porter la défense des Spurs plus haut, parce que quand il est sur le banc, on voit à quel point les Spurs prennent l'eau, alors que quand il est sur le terrain, finalement, les Spurs défendent bien mieux. En tout cas, pour cette année, c'est Rudy Gobert pour vous, c'est Rudy Gobert pour moi aussi, et pour le Discord, c'est aussi Rudy Gobert loin devant. Par contre, pour le Discord, c'est Anthony Davis qui arrive en 2, et Wemby qui arrive 3. Ça se discute, moi j'aurais peut-être mis quand même Wemby en 3, Bam Adebayo aurait eu pas mal de votes, et je pense que quand je vois un petit peu les voix du Discord, j'ai toujours un petit côté affectif pour Jrue Holiday que j'aimerais bien voir plus haut chaque année dans ce classement du meilleur défenseur, parce que chaque année il fait des choses qu'on ne met pas assez en valeur, je trouve, défensivement. Je ne mettrai pas Deep-Oil. Par contre, ce que je vois, c'est que Cleveland défend très bien cette année. Les Cavs font une très bonne deuxième partie de saison où ils luttent pour la deuxième place de la conférence Est, et Jarrett Allen en tant que protecteur de cercle fait de très belles choses du côté de Cleveland. C'est peut-être lui que j'aurais mis en 3. Moi j'aurais peut-être eu Gobert en 1, Wemby en 2 et Jarrett Allen en 3, mais ça se discute parce que même des joueurs comme Giannis Antetokounmpo et Shai Gilgeous-Alexander font aussi d'énormes choses défensivement, Derrick White aussi, OG Anunoby aussi, tout ce qu'il a apporté aux Knicks défensivement, c'est assez incroyable, donc vraiment bien d'avoir cité tous ces joueurs là. On n'a pas le même top 3, mais peu importe, on est tous d'accord sur Rudy Gobert. Encore une fois, on est sur la même longueur d'onde, on va voir si ça le fait aussi pour les autres trophées. Maintenant, on passe sur le trophée Ivan Maître, du joueur le plus clutch, hein, un nouveau trophée en NBA, c'est que la deuxième saison où il va être décerné, et c'est vrai que c'est un trophée compliqué, parce que vu qu'on a que peu d'historique, les critères sont peu clairs aujourd'hui, et j'ai même vu que certains sur Discord ont clairement décidé de boycotter ce vote, mais je suis pas d'accord avec ça, parce que je trouve qu'il faut le mettre, ce trophée, même s'il est difficile, mais au fur et à mesure, je trouve qu'il va s'ancrer un petit peu dans la culture de la NBA, et voilà, de toute façon, dans mes awards, j'ai vraiment envie de m'adapter au trophée que donne la NBA, c'est peut-être pour ça que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je l'ai brièvement évoqué, le trophée Homer Dallor de la plus grosse déception, à terme, en tout cas pour la saison prochaine, sera peut-être remplacé par le trophée du meilleur dirigeant, comme en NBA. En tout cas, ce que j'ai envie de dire pour le trophée Ivan Maître, c'est que selon moi, le critère, c'est déjà d'être impliqué dans beaucoup de matchs serrés et d'y avoir un rôle le meilleur possible et le plus efficace possible. Donc pour être un vrai candidat pour moi pour le trophée Ivan Maître, il faut avoir de bonnes stats dans le quatrième quart-temps, de bonnes stats dans les fins de match, notamment au scoring. Quand c'est serré, en fait, il faut aller voir les stats dans le clutch time sur NBA.com, il suffit de cocher 2-3 trucs, vous aurez les stats dans le clutch time, et ça vous donnera, je trouve, des critères très intéressants pour le trophée Ivan Maître, sachant qu'en plus de ça, effectivement, si tu arrives à inscrire des shoots qui marquent les esprits parce qu'ils sont super clutch et super décisifs et en plus de ça spectaculaires, je pense que tu marqueras encore plus de points pour ce trophée du joueur le plus clutch, ce trophée Ivan Maître qu'on a nommé comme ça ici. Et le premier que vous avez choisi sur Discord,
c'est Stephen Curry. Ce qu'on voit, c'est que les Warriors ont pas un super bilan dans les matchs serrés, c'est sûr. Cependant, s'ils se noient pas à chaque fois, et si des fois ils arrivent à les gagner, ces matchs serrés, c'est parce qu'il y a un Stephen Curry dans leur équipe qui assure. En fait, ce qu'on voit, c'est que depuis le début de la saison, dans le clutch time, il a mis 167 points, et vraiment, il domine la ligue. Il a DeMar DeRozan qui est juste sur ses talons, mais après, il y a une espèce de gouffre, et c'est vraiment lui qui score le plus de points dans les moments clutch. Dans les money time, en plus de ça, en plus d'avoir beaucoup de volume, parce qu'il score beaucoup de points, il a une efficacité de fou. Il shoot à 50% au global et 47% à 3 points, mais aussi 95% au lancer franc. Enfin vraiment, c'est un joueur, une espèce de valeur sûre dans le money time qui n'hésitera jamais à prendre ses responsabilités et qui prend des shoots super propres. Donc voilà, il mixe volume et efficacité, c'est déjà très fort parce qu'il faut se rendre compte aussi que c'est et de loin le joueur qui en NBA prend le plus de shoots dans le clutch time. Donc vraiment, il a peur de rien. C'est une valeur sûre, balle en main dans les moments où ça compte le plus en NBA et je trouve qu'il est d'autant plus fort quand on sait à quel point en plus de ça, toutes les défenses sont focalisées sur lui dans les money time, quand on sait que justement tout le monde est focus sur lui, qu'il peut avoir 2, 3, 4 défenseurs sur le dos, tout le monde sait qu'il va prendre les choses en main et qu'il va shooter, et il y arrive, et en plus de ça il les met ses shoots, parce que comme je disais c'est le meilleur scoreur NBA dans les money time, et ça avec une super adresse. Il a mis 28 3 points dans les money time cette saison. Dites-vous que le deuxième meilleur scoreur à 3 points dans les money time cette saison, c'est Buddy Hield qui en a mis 12, donc voilà, Stephen Curry premier avec 28, Buddy Hield deuxième avec 12, donc voilà, quand le match se joue, quand le match est serré, clairement à Golden State on sait à qui donner la balle. On se rappelle son game winner face aux Suns c'était en février je crois, qui était à 10 mètres, qui était complètement dingue, alors que les Warriors étaient menés de 2 points et voilà, ça a vraiment marqué les esprits. Par contre la question c'est que oui, il coche toutes les cases. Est-ce qu'on peut donner cet award à un joueur dont l'équipe globalement perd 45% de ses matchs, même plus de 45% de ses matchs? Est-ce que ça peut lui permettre d'être considéré comme clutch? Ça, ce sera à vous de juger avec les votes que je vous donnerai tout à l'heure. Le deuxième que vous avez choisi sur le Discord, c'est Luka Doncic. Lui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il est dans le clutch time, en moyenne par match, il met 2,5 points, avec un total de 59. Donc c'est pas ouf, toutes ces stats, vraiment c'est pas ouf. Il est même pas top 30 de la ligue dans ces deux critères. Maintenant, il a quand même des pourcentages qui sont bons dans ce money time, 46% au global et 39% à 3 points. On n'est pas à la hauteur de l'excellence de Curry, mais c'est quand même correct. Ce qu'on voit, mais c'est que là encore, il y a mieux en NBA, et surtout mieux avec un volume plus conséquent. Donc, vous avez quand même choisi de prendre Luka Doncic. Pour quelle raison? Mais j'ai essayé d'y réfléchir, et je me suis dit qu'il fallait peut-être sortir de ces stats au point du clutch time, parce que ce qu'on voit, en tout cas, c'est que les Mavs, c'est une des équipes qui a le plus de victoires par rapport, le meilleur bilan dans les matchs qui sont serrés. Aujourd'hui, encore plus avec le match qu'ils ont gagné hier avec le shoot de Kyrie Irving, ils sont sur un bilan de 17-7 quand ça se joue dans le money time, et c'est clairement l'un des meilleurs bilans de la ligue dans les matchs serrés en termes de pourcentage. Et même si c'est sûr que Doncic n'est pas le meilleur scoreur dans le money time de la NBA, il fait tout le reste aussi. Il score des points, mais il est efficace, il perd peu de ballons, il fait aussi partie du top 6 des joueurs qui font le plus de passes dans le clutch time, et en fait, ce que j'aime bien, c'est que, ok, c'est pas un mec qui va tout le temps scorer, mais lui, au contraire de Curry, qui va tout le temps shooter et qui va tout mettre ses shoots avec beaucoup d'efficacité, Doncic shootera peut-être un petit peu moins efficacement, mais du coup, il va profiter d'être le centre de l'attention, j'ai envie de dire, pour essayer de prendre les bonnes décisions, pour essayer de faire les passes aux joueurs démarqués quand il a 3 joueurs sur lui, et c'est ça aussi être un clutch player, c'est pas forcément mettre le shoot de la gagne, et puis même quand on parle de ça, les shoots de la gagne, il est capable de les mettre, il est capable de mettre des game winners qui sont assez incroyables. On se rappelle là son shoot à 3 points sur une main à une main dans le corner, c'était face aux Nets, je crois, en début de saison, qui était complètement dingue, ça aussi, ça nous a bien marqué. Donc clairement, Luka Doncic, c'est pas lui qui a les meilleurs stats au scoring dans le money time, mais ça reste quand même un vrai clutch player, parce que au vu du volume dans toutes les statistiques qu'il peut avoir et de l'impact qu'il peut avoir sur son équipe dans le money time, quand on voit à quel point Dallas a un bon bilan dans le money time, bien sûr finalement qu'il méritait d'être cité, même si lui aussi peut souffrir potentiellement d'être dans une équipe qui perd plus de 40% de ses matchs pour Dallas. Et enfin, le troisième que vous avez choisi, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Lui, il est dans le top 8 des meilleurs scoreurs dans le money time en NBA, donc il est plutôt bien classé, donc dans les 8 premiers c'est bien. Par contre, lui, contrairement aux 2 autres joueurs qu'on a cités, il joue dans l'équipe qui a le meilleur bilan de la conférence Ouest. Déjà, rien que ça, je trouve que c'est des très bons arguments pour Shai Gilgeous-Alexander. Mais surtout, lui aussi, ce qu'on peut soulever, et encore plus que Curry, c'est son incroyable adresse dans les money time. Il est vraiment non seulement il est dans le top 15 de ceux qui marquent le plus, mais personne ne shoot, même s'il est dans le top 8, des meilleurs scoreurs dans le money time, mais surtout
personne ne shoot aussi bien que lui en fait. Il est à 61% au global dans les money time, et même à 3 points, même si on sait que le shoot c'est pas son arme favorite à Shai Gilgeous-Alexander, les rares shoots de loin qu'il prend dans le money time, c'est pas dégueu. Sur 31 matchs dans le money time, il a pris que 11 3 points, n'empêche qu'il en a mis 4 d'entre eux, c'est pas mal. Et tout le reste c'est des 2 points, et franchement ça il le fait avec super efficacité. Ça montre que c'est un joueur qui se gère bien, qui connaît ses forces, qui sait s'appuyer dessus, et encore plus quand ça compte, et c'est ce qu'il faut faire dans les money time. Il faut jouer sur tes forces qui sont les meilleures, et Shai Gilgeous-Alexander fait vraiment bien ça, et c'est dans ces moments-là, sur des espèces de pénétration, sur des mid-range qui sont très difficiles à arrêter, que Shai Gilgeous-Alexander va avoir cet impact dans le money time. Donc ouais, c'est un mec qui reste quand même un gros scoreur dans le clutch, qui a une adresse qui est assez incroyable, qui a une équipe qui a un gros bilan, qui a mis aussi de gros game winners, hein, comme c'était le match face aux Nuggets il y a 3-4 mois, on s'en rappelle. Clairement, ça fait aussi beaucoup d'arguments pour Shai Gilgeous-Alexander. C'était peut-être pas les 3 candidats que j'aurais choisis, je vous parlerai des candidats que j'aurais choisis après peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que la course est très serrée, et franchement, c'est quand même 3 candidats cohérents que vous avez choisis sur le Discord, et voilà, si les premiers trophées, j'avais une idée claire de qui allait gagner, là je trouve que c'est un petit peu plus compliqué, on va voir si on est d'accord. Pour le trophée Ivan Maître, donc du joueur le plus clutch aux 3 quarts de la saison 2023-2024, vous avez choisi à 56%, hein, c'était serré, mais vous avez choisi Shai Gilgeous-Alexander à 56%, vous étiez 37% à voter Curry et 7% Luka Doncic. Je vous parlerai peut-être de mon top 3 qui est différent de celui de Discord juste après. Là je vais vous donner celui que j'aurais choisi, et on est sur notre premier désaccord. Personnellement, dans ces 3 là, j'aurais choisi Stephen Curry, et même tout court, j'aurais choisi Stephen Curry. Après, on le voit, ça dépend vraiment des critères de chacun. Je l'ai vu dans le chat, certains veulent privilégier la difficulté des tirs dans le clutch par rapport à la quantité. Perso, c'est pas mon avis. Je trouve que je préfère un joueur qui va être beaucoup plus régulier, et même s'il va pas mettre des shoots difficiles sur lesquels je vais pouvoir compter avec régularité et efficacité, et qui va mettre donc une grande quantité de points, une valeur sûre, plutôt qu'un mec qui va mettre 2-3 shoots même s'ils sont très difficiles. Donc personnellement, voilà, moi je serais plutôt allé dans ce sens-là, et c'est pour ça que j'aurais voté Stephen Curry. Comme je disais, en termes de quantité, c'est celui qui score le plus dans les moments serrés des matchs NBA de cette saison. En plus de ça, il a une efficacité qui est ultra propre, il est de loin celui qui met le plus de tirs à 3 points dans des situations à chaque fois qui font du bien à sa team. Donc pour moi, c'est mon numéro 1. Pour le Discord, on va voir ce que ça met, hein, parce que là, moi j'ai Curry, vous avez Shai Gilgeous-Alexander. Et pour le Discord, c'est et de loin Shai Gilgeous-Alexander. Donc c'est peut-être moi, hein, qui n'ai pas les bons critères pour le joueur clutch, c'est peut-être moi qui me plante, parce que là vous êtes tous unanimes sur Shai Gilgeous-Alexander. Et en vrai, Shai Gilgeous-Alexander, même s'il est super efficace dans le clutch, je trouve qu'il n'a pas assez de volume. Enfin, même s'il est quand même top 8, hein, mais par exemple, je trouve très dommage, et je vois qu'il est même pas cité. Ça me laisse bouche bée, sûrement dans les 9 joueurs cités en plus, mais DeMar DeRozan, par exemple, comme je disais tout à l'heure, c'est le seul en quantité qui talonne Stephen Curry dans les moments clutch, et il y a vraiment un gap ensuite derrière ces deux-là, et même si effectivement Chicago gagne pas beaucoup, c'est comme les Warriors, hein, ils sont aussi en course pour le play-in, et vraiment moi mon top 2, pour ces mêmes raisons, hein, une grosse efficacité, un gros volume dans le clutch, je pense que j'aurais mis Curry en 1, DeRozan en 2. Après en numéro 3, mais bon, apparemment, je pense me planter dans les critères, hein, il y a un truc sur lequel on est en désaccord, parce que vous êtes unanime sur Shai Gilgeous-Alexander, et en numéro 3, j'aurais sûrement mis Shai Gilgeous-Alexander. Je trouve bien que LeBron James soit là aussi, mais j'ai envie de mentionner Damian Lillard et Kyrie Irving. Kyrie Irving, enfin c'est surtout que c'est tout frais, mais Luka Doncic, Kyrie Irving, ça fait 2 joueurs clutch. C'est vraiment dur, je trouve, de trouver un top 3. C'est un trophée qui est, qui suscite des débats en tout cas, et on verra à qui il sera offert. Mais je le répète, pour celui-là, je suis team Stephen Curry. Le trophée du meilleur coach, le trophée Hans Céphale, là, les critères, on va pas en faire des tonnes, on les connaît un petit peu. On sait que, bien sûr, le bilan, c'est un critère très important. Pour être le meilleur coach, il faut que ton équipe soit bien classée. Mais ce qui est aussi important, c'est d'avoir la belle histoire, la belle narrative du fait que le coach a transformé une équipe qui était pas attendue, ou qui était plutôt bas classée, et qui finalement fait, j'allais dire des miracles, on va peut-être pas aller jusque-là, mais fait une saison bien plus haute que ce qui se pouvait s'imaginer en début de saison. Et ça, je trouve que quand on a un coach qui arrive à être dans le top 2, top 3, top 4 de la ligue, disons, on se rappelle de Mike Brown avec les Kings l'année dernière, alors que ton équipe était même pas attendue en playoff, ou alors c'était vraiment dans la lutte pour le play-in, là t'as de gros arguments. Donc on va voir si les candidats du Discord correspondent à cette narrative un petit peu, et le premier que vous avez choisi, c'est Marc Daigneault. Et forcément, je trouve que quand on parle de coach of the year, de coach de l'année, on est obligé de souligner l'énorme saison d'OKC, qui en ce moment clairement lutte avec Denver, hein, pour la première place de l'Ouest. Là, on a même OKC qui est juste passé devant au moment
du live qui a une victoire d'avance, alors que clairement, ça correspond à, je trouve, à la narrative. Personne ne les attendait si haut. Après, on les attendait en play-off quand même. On avait des ambitions pour OKC, on s'imaginait pas que ce serait une saison catastrophique, mais ils seraient passés par le play-in, ça n'aurait pas surpris grand monde non plus. On ne les imaginait pas du tout être premier de la conférence Ouest aux 3/4 de la saison. C'est assez fou. On savait vraiment que cette équipe, elle était prometteuse, mais je pense que même les plus optimistes ne pouvaient pas imaginer que le Thunder soit aussi dominant cette saison. Sauf que là, quand on fait le bilan de là où ils en sont, c'est la 3e meilleure attaque de la ligue en termes de rating, c'est la 6e meilleure défense, et on voit, le Thunder, ils sont présents, cette équipe, elle est là, et elle montre vraiment de belles choses. Je trouve qu'il y a eu de très bons choix du management, bien sûr, ça joue beaucoup dans cette équipe du Thunder, et je trouve dans cette ambiance et dans cette alchimie qu'il y a, parce que le management a réussi à construire une équipe solide de manière intelligente, une équipe qui continue vraiment constamment à se développer ensemble, où chacun a vraiment son rôle, mais même si cette construction, elle est bonne, je trouve qu'il faut aussi largement applaudir Marc Daigneault, parce que finalement, il a aussi une équipe qui, se connaît et a grandi ensemble, mais qui est vraiment inexpérimentée, et qui ensemble fait de super choses, et je trouve que, en termes de narrative, d'équipe inattendue et de transformation de l'équipe, même si c'est un travail de plusieurs années, Marc Daigneault pourrait mériter d'être récompensé. C'est la 2e équipe la plus jeune de la NBA, et à l'heure actuelle, c'est le 2e meilleur bilan de la NBA. Et clairement, pour que ça fonctionne, il faut une espèce de... déjà, il faut l'architecte, comme je disais, derrière tout ça, mais il faut aussi ce cerveau, ce mastermind qui va driver dans l'ombre, en fait, tous les joueurs, tous les systèmes, qui va tout créer pour eux, et je trouve que Daigneault, dans ce rôle, il excelle. En fait, on voit à OKC, ça joue simple, ça joue très vite finalement, mais ça joue propre, ça joue de manière intelligente sur les forces de chaque joueur. C'est très dur aussi en défense. En attaque, ça pratique énormément le drive and kick, ça fait des grosses passes, ça va trouver les shooters, ça va utiliser la gravité autour de Shai Gilgeous-Alexander, et autour de ça, ce qu'on voit, c'est qu'on a une très grosse saison du côté d'OKC, et je le répète, finalement, le mastermind derrière ça, même si j'ai mis 2 T, je suis désolé, dans son nom là-haut sur le visuel, c'est bien Marc Daigneault. Sauf qu'il y en a d'autres qui méritent d'être récompensés, et le deuxième que vous avez choisi, c'est Chris Finch. Et ce qu'on voit, et ce qu'on sait, c'est qu'à Minnesota, avant la blessure de Karl Anthony Towns, on avait ces Timberwolves qui, devant OKC, ou à la lutte avec OKC, trustaient la première place de la conférence Ouest. Aujourd'hui, l'équipe est vraiment toujours en course, mais ils sont plus aussi souvent premiers que ce qu'il était. Maintenant, ils ont plus tendance à se retrouver 2e, voire 3e, même si on le sait, les bilans sont assez similaires, et en vrai, c'est une guerre à 3 là en ce moment entre OKC, Denver et justement Minnesota. Et donc, comme pour le Thunder, on n'imaginait pas que cette équipe des Timberwolves serait si haute cette année. On se rappelle, avant le début de saison, il y avait beaucoup de doutes. Tout le monde ne parlait que du manque de complémentarité qu'il y avait entre Rudy Gobert et Karl Anthony Towns. Et pourtant, je trouve que Finch, il est arrivé, il a continué à croire en ses principes, et finalement, il a réussi à en faire quelque chose d'intéressant de cette association. En fait, il a trouvé des rôles définis pour tout le monde, avec un 4 qui a plus laissé scoring à Anthony Edwards pour se concentrer un peu plus sur les autres secteurs, pour être plus un team player, et notamment avoir un plus gros rôle en défense que ce qu'il avait par le passé. On a un Gobert qui, lui, autour de tout ça, on en a parlé plus tôt, est le capitaine de la défense, et je trouve que dans cette équipe des Timberwolves, on a un Chris Finch qui a bien défini la hiérarchie, chacun a sa place, chacun a son rôle, et ça a des résultats. Après, il peut peut-être souffrir dans la course au coach de l'année d'avoir une attaque qui n'est que top 18 dans la ligue, sauf que, en contrepartie, Minnesota, c'est aussi la meilleure défense de la ligue, et de loin, quand tu joues contre eux, tu sais qu'ils vont vraiment sortir les barbelés. Rudy, c'est un gros artisan de tout ça, mais celui qui a construit cette défense, ça reste Chris Finch. Donc bravo à lui vraiment d'avoir réussi à organiser tout ça, d'avoir trouvé le rôle qui allait à chacun pour que ce soit complémentaire, parce que je le répète, il y a un an c'était pas gagné tout ça. C'est peut-être juste dommage que l'attaque soit pas ouf, et ça peut être étonnant quand même, parce qu'il y a des gars comme Karl Anthony Towns et Anthony Edwards dans le roster qui peuvent marquer beaucoup de points, mais en fait finalement, plutôt que de capitaliser sur ses qualités en attaque des joueurs, Finch il a préféré créer un gros système défensif et laisser ses joueurs plus libres en attaque. Peut-être que tu perds un peu en efficacité offensive, mais si ça te permet de défendre comme ça, ça marche, et ça se voit au classement que ça fonctionne. Donc voilà, franchement il a fait des choix payants, Chris Finch, et difficile de le critiquer pour quoi que ce soit. Au contraire, je trouve que sa saison est vraiment à applaudir du côté de Minnesota, et encore une fois, la narrative est bien respectée. Le troisième que vous avez choisi, c'est Joe Mazzulla, et je pense que oui, Joe Mazzulla, je crois que tu es obligé de le mettre dans le top 3, même si c'est pas forcément celui qui va gagner, on verra, mais en termes de bilan, on voit cette année, Boston domine vraiment la ligue de manière outrageuse. C'est la meilleure attaque de la ligue, les Celtics, mais c'est la deuxième meilleure défense. Il y a que Minnesota qui défend mieux que Boston. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est juste une équipe qui est élite des deux côtés
côté du terrain. Donc bien sûr, et c'est vrai que c'est souvent le reproche qu'on lui fait à Mazzulla, c'est pas vraiment un reproche, mais c'est comme ça qu'on limite ses compétences de coach, on souligne beaucoup qu'il a un effectif qui est hyper talentueux à tous les postes, qui est super complet, avec des joueurs surtout qui sont expérimentés, qui sont intelligents, qui s'adaptent à beaucoup de rôles. C'est pas les plus vieux, hein, quand je dis expérimentés, mais c'est des joueurs qui ont un gros vécu collectif, qui ont déjà connu de gros parcours de play-off, des parcours en finale pour certains, puis on a rajouté des joueurs expérimentés comme Jrue Holiday qui a gagné un titre avec les Bucks, ou même Kristaps Porzingis, hein, qui est excellent je trouve dans cette équipe de Boston. Donc vraiment, clairement, en termes d'effectifs, on a une équipe qui déjà partait de très haut, et on a l'impression que quel que soit le coach, vu l'intelligence et le QI basket de ses joueurs, ça devait fonctionner. Mais en plus de ça, comme je disais, cet été, elle s'est renforcée avec les arrivées de Holiday et de Porzingis, et donc bien sûr que cette qualité du roster fait beaucoup dans cette bonne saison de Boston. Donc clairement, on va applaudir les très bons choix de Brad Stevens, hein, le general manager, qui a donné les bonnes pièces à Mazzulla, mais on est obligé de dire aussi que sans un Mazzulla pour gérer tout ça, gérer aussi tous ces égos de joueurs qui pourraient vouloir avoir plus de responsabilités, et non, à Boston, on a l'impression que tout se passe bien, c'est une fratrie, et peut-être que la présence de Joe Mazzulla, en tout cas, aide à ça. Je pense que ça fonctionnerait pas pareil avec un autre coach. En tout cas, il apporte peut-être ce calme et cette liberté aux joueurs qui fait que tout se passe bien dans le vestiaire. J'ai toujours des doutes encore sur ses adaptations en play-off, on verra ce qu'il fait cette année, mais pour ce trophée, on juge que de la saison. Donc voilà, c'est réel, hein, vraiment, que les joueurs de Boston, avec leur caractère et leur adaptabilité, ils semblent pouvoir être coachés par n'importe qui. N'empêche que t'es quand même obligé de donner ce crédit à Mazzulla pour cette saison exceptionnelle. Je rappelle, top 1 en attaque, top 2 en défense. Au bout d'un moment, tu peux pas tester. Par contre, ça correspond peut-être un peu moins à la narrative. Et vous, on va voir qui est-ce que vous choisissez parmi ces 3 candidats. Pour le trophée Hand-Céphale du meilleur coach aux 3 quarts de la saison NBA 2023-2024, vous choisissez à 48%, c'était serré, Joe Mazzulla avec Mark Daigneault 2e à 40% et Chris Finch 3e avec 12%. Donc Joe Mazzulla qui est élu chez lui parce que c'est ce que je dis dans le chat, hein. Trop de victoires, trop de domination, premier en attaque, deuxième en défense, ça vous a convaincu aussi. Ces Celtics sont très hauts, très forts, et je comprends qu'on puisse voter pour Joe Mazzulla, mais personne, encore une fois, c'est pas mon choix, on est encore en désaccord, on va voir si cette fois-ci Discord est avec ou contre moi. J'aurais choisi Mark Daigneault, parce que Joe Mazzulla a beau être excellent, je trouve que cette équipe des Celtics, comme ça a été très bien dit par Santino dans le chat, cette équipe des Celtics, elle est au niveau où on l'attendait. Donc Mazzulla, il y peut rien, hein, il fait son taf, mais comme je vous le disais dans les critères, je trouve qu'il y a besoin d'une narrative et d'avoir ce côté un petit peu surprenant pour être coach de l'année, et Mark Daigneault pour moi correspond plus à ça. Chris Finch aussi, hein, aurait pu correspondre à ça vraiment, sauf que je me dis que il y a peut-être de plus gros joueurs sur le papier, plus de All-Star avec Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards, alors que bien sûr du côté de OKC on a Shai Gilgeous-Alexander, mais il y a un rookie qui est devenu une option 2 avec Chet Holmgren, Jalen Williams qui est un sophomore, et Mark Daigneault, tous ces jeunes, il arrive à en faire quelque chose, et en plus de ça, OKC est devant Minnesota pour l'instant, et OKC est en course pour finir premier de la conférence Ouest. Donc en termes de parcours inattendu et de grosses surprises, on est là, et je pense que pour ça j'ai envie de récompenser Mark Daigneault. On va voir ce que dit le Discord par rapport à ça. Et pour le Discord, c'est Chris Finch, c'est incroyable. Bon, la lutte était très dure entre Mark Daigneault et Chris Finch, ça se joue à 7 petits points près. Joe Mazzulla n'arrive que 3ème, donc gros désaccord avec le chat d'aujourd'hui, et finalement on est sur un total désaccord. Chris Finch pour le Discord, et je comprends aussi, et c'est vrai que sur le Discord vous avez fait le vote il y a 2 semaines, alors peut-être que c'était avant la blessure de Karl-Anthony Towns, et que Minnesota était prévu pour finir premier à l'Ouest, peut-être que ça vous a influencé. C'est ouf, hein, de se dire qu'il n'y a aucune voix dans le lot pour Mike Malone, mais bon, en même temps l'équipe était aussi à la hauteur. C'est un petit peu ce qui fait souffrir Mazzulla, hein, c'est que l'équipe est au niveau où on l'attendait. Et ce que je regarde, Jamal Mosley, c'est bien aussi qu'il soit là parce qu'il a fait un bon début de saison avec Orlando. JB Bickerstaff, c'est bien aussi avec Cleveland. Non, après les mentions sont bien, mais voilà, top 3. En tout cas, voilà, c'est vous qui allez voter dans la team best of, la team rediff sur YouTube. Dans les commentaires, dites-nous, hein, qui est-ce qui gagne entre le Discord qui vote Chris Finch, entre le chat qui vote Joe Mazzulla et moi qui vote Mark Daigneault. Il faudra nous départager. J'ai hâte de voir qui est le coach de l'année. En tout cas, pour vous, le chat, c'est vous qui tranchez aujourd'hui, c'est Joe Mazzulla. Je viens de voir qu'il y avait Steve Clifford dans les nommés pour le trophée Hand-Céphale et pas Mike Malone. Effectivement, j'avais même pas relevé. Qui a voté Steve Clifford ? Dites-moi dans le Discord. Et j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce choix, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui m'échappe dans la façon de coacher de Steve Clifford du côté de Charlotte. Voici maintenant le trophée de Joker du meilleur 6ème homme, et on le sait souvent, le meilleur 6ème homme a un profil de gros dynamiteur scoreur en sortie de banc, et c'est pour ça que les arrières, hein, qui peuvent souvent scorer
pas mal à 3 points, en tout cas plus que les intérieurs sont privilégiés. Il doit aussi avoir pour objectif de guider la seconde unit, mais aussi de pouvoir être complémentaire des titulaires et jouer avec la first unit. Souvent on privilégie des joueurs qui peuvent scorer peu en peu de temps, qui ont un gros volume de jeu. Si tu joues dans les 4e quart-temps aussi, bien sûr ça va être un avantage, et je crois que dans ce trophée, plus que dans d'autres en tout cas, le fait d'avoir une équipe qui gagne est important, parce que pour moi un 6e homme de luxe doit faire des stats, certes, mais doit faire des stats dans une équipe, enfin doit permettre la win encore plus que faire des stats. Voilà pourquoi tout simplement je trouve que le bilan est important. Et donc le premier que vous avez choisi sur le Discord, c'est Tim Hardaway Jr. Et Tim Hardaway Jr., tiens, peut-être que ça joue aussi le fait que vous ayez fait les votes il y a 2 semaines. En tout cas, il avait fait un très gros début de saison en tant que 6e homme. Il faisait partie des meilleurs scoreurs de la ligue en sortie de banc, clairement. Il faisait des perfs à plus de 35 points. Hein. Il régalait vraiment dans ce rôle de 6e homme à Dallas. Sauf que depuis le All-Star Break, il n'y a plus rien qui va. On voit que son rôle a vraiment changé chez les Mavericks. Son importance dans le jeu a clairement diminué. Il y a parfois où il est invisible, et quand on le voit, c'est souvent pour connaître une espèce de grosse crise d'adresse avec beaucoup d'irrégularités. On a l'impression que THJ, là, il est en totale perte de confiance, et surtout qu'il est dans une espèce de mauvaise spirale, et que tout se passe de pire en pire pour lui. Il joue de moins en moins, son rôle est de moins en moins important. On a cru comprendre, en tout cas, il y a eu des sous-entendus du côté de Dallas, que personnellement, en tout cas, il aurait des soucis, et il vivrait, en tout cas, dans la sphère privée, une mauvaise passe. Ça pourrait peut-être expliquer ce qui se passe, et si c'est ça, quoi qu'il en soit, moi je trouve que ça se ressent sur le parquet, parce que là, dernièrement, là, sur les mois de février et mars, il est même plus à 10 points par match, et c'est dommage, parce qu'en début de saison, je trouve qu'il remplissait tous les critères pour potentiellement être le meilleur 6e homme de la saison. Il aurait pu être récompensé pour ce trophée. Est-ce que du coup son bon début de saison va suffire pour être mis en valeur et faire le cut et quand même remporter ce trophée pour vous? Est-ce qu'il va être capable de relever la tête aussi et de finir fort pour essayer justement de le décrocher? Il y a du taf, mais et ce sera nécessaire de toute façon de relever la tête, donc on verra si vous y croyez. Le deuxième que vous avez choisi pour ce trophée sur le Discord, c'est Malik Monk, et Malik Monk, finalement en termes de rôle, c'est un peu la même chose que Tim Hardaway Jr. C'est le 6e homme attitré, hein, vraiment, de cette équipe de Sacramento, qui est en lutte comme Dallas pour essayer d'éviter le play-in. Lui, après, pareil, hein, il correspond au profil, c'est vraiment un scoreur dynamiteur, un mec qui peut très vite prendre feu, qui peut mettre des points en peu de temps aussi. Il a des pourcentages qui sont très bons d'à peu près partout, il tente la moitié de ses tirs à 3 points avec une bonne réussite, et surtout, je trouve que son vrai avantage, c'est que parmi les remplaçants en NBA, personne ne joue autant que Malik Monk dans les 4e quart-temps, et ça montre à quel point il est important dans le dispositif de Mike Brown, et ça montre aussi à quel point il peut être important quand ça compte le plus. En gros, Malik Monk, c'est non seulement un mec qui peut porter sa team face au backup adverse, mais qui peut aussi arriver jouer avec les titulaires en tant que joker dans les money time. C'est un 6e homme, mais je trouve qu'il fait quand même partie clairement des 5 meilleurs joueurs des Kings, et je trouve que voilà, ça a son importance, et ça correspond à pas mal de critères que je citais plus tôt. Et puis surtout, Malik Monk, bien sûr c'est un scoreur, mais pas que, et j'aime bien, il a aussi énormément fait de progrès, je trouve, dans son playmaking, dans sa façon de driver une attaque, dans sa façon de créer pour lui aussi, dans la justesse, dans le fait de perdre moins de ballons et d'avoir une sélection de tirs qui est plus réfléchie. Il a jamais fait autant de passes que cette saison dans sa carrière, plus de 5 passes par match en moyenne, pour un 6e homme, c'est quand même très propre, hein, et donc bravo à lui, et surtout que contrairement à Tim Hardaway Jr., lui est complètement en train de monter en puissance sur la fin de la saison, et ça je pense que c'est un bon critère pour les awards. Comme je disais, une montée en puissance est bien souvent récompensée quand tu connais l'inverse, hein, une phase descendante, mais on t'oublie souvent quand viennent le moment des trophées. Clairement, par contre, on peut pas l'oublier, il avait connu un vrai trou au mois de janvier, n'empêche qu'il s'est vite ressaisi. Sur le mois de mars, il est à plus de 20 points en moyenne par rencontre, avec de très bons pourcentages encore. Ça manque peut-être encore un petit peu de win pour les Kings, pour vraiment choper tous les critères et être un gagnant obvious de ce trophée, sauf que les Kings ont quand même un bilan largement positif, et vu que tous les autres critères sont remplis, clairement, je pense que c'est un vrai candidat, Malik Monk, pour ce trophée de meilleur 6e homme. Et le troisième que vous avez choisi, c'est Naz Reid, et je trouve intéressant aussi que vous l'ayez choisi, parce que, comme je disais, c'est un intérieur, Naz Reid, et c'est pas le profil classique, et on l'a souvent dit, c'est souvent les arrières qui remportent ce trophée, sauf qu'on a eu quelques exceptions dans l'histoire. Elles sont assez rares, hein, ces dernières années, parce que depuis Lamar Odom, c'était en 2011, il y a que Montrezl Harrell, qui est un intérieur, qui a justement remporté ce trophée. En tout cas, le seul qui n'est pas, enfin, les deux seuls depuis 2011 qui ne sont pas des arrières, c'est Lamar Odom et Montrezl Harrell. Donc forcément, on se rend compte, en tout cas dans l'historique et le palmarès de ce trophée, que c'est bien plus souvent dédié aux arrières. Donc on voit par exemple par contre que les intérieurs parfois ont leur mot à dire, hein. On a un Bobby Portis qui tous les ans est plutôt bien classé, n'empêche qu'il est jamais winner. Alors est-ce que Naz Reid cette saison peut rompre cette espèce de signe indien et remettre les intérieurs sur le devant de la scène pour ce trophée de meilleur 6e homme? Why not au final, parce que déjà je disais que le bilan était super important pour ce trophée, et Naz Reid il joue dans une équipe qui joue la première place de sa conférence actuellement, hein, on le disait avec OKC et avec Denver. J'en avais parlé dans les critères de tout ça, et être le 6e homme d'une équipe
qui gagne, pour moi c'est super important. Alors bien sûr, il score moins que ses concurrents, on l'avait dit aussi, le scoring est très important pour les 6e hommes et pour ce trophée de Joker. N'empêche qu'il a un vrai profil de dynamiteur, c'est aussi un joueur super efficace, qui peut jouer au poste 4 et 5, à la base c'était plutôt un poste 5, mais il a réussi à gagner en polyvalence, à travailler et à occuper le poste 4 avec pas mal avec de vraies qualités, avec pas mal de réussite. Il peut aussi écarter le jeu, en tout cas il peut mettre ses tirs en catch and shoot avec beaucoup de régularité, il en mettra pas 20 par match, mais il shoot à plus de 40% à 3 points, donc c'est fort. Il a beaucoup progressé aussi, je trouve, dans la création pour lui, c'est un intérieur qui peut dribbler, un intérieur créateur, qui a vraiment un bon handle. C'est pas un grand passeur, mais c'est quand même un mec très énergique, qui peut mettre beaucoup de points, qui peut apporter un vrai boost dans son équipe, qui correspond lui aussi à beaucoup de cases, qui peut prendre beaucoup de rebonds, et même si c'est pas un arrière, je trouve qu'il garde le profil de scoreur dynamiteur en sortie de banc, et lui peut-être a l'avantage que son équipe gagne plus de matchs que ses concurrents pour ce trophée, même si évidemment Nasrid marque moins de points, donc on va voir quels critères vous privilégiez, ça va être à vous de voter. Alors pour le trophée Joker du meilleur 6e homme aux 3/4 de la saison 2023-2024, vous avez choisi à 75% Malik Monk, qui arrive devant Nasrid, qui avait 21%, et Tim Hardaway Jr. a seulement 4%. Effectivement, Tim Hardaway Jr. pour moi est hors de la discussion, parce que Tim Hardaway Jr., comme je disais, connaît une courbe descendante. Par contre, encore une fois, nous sommes sur un désaccord. Je pense que je donne trop d'importance à la victoire, et c'est vrai, comme je disais, si les Kings étaient classés comme l'année dernière dans le top 3 de la conférence et jouaient plus les premières places, en tout cas l'avantage du terrain, même s'ils sont pas loin de l'avantage du terrain que le play-in, mais si les Kings étaient plus haut dans le classement, je mettrais Malik Monk no-brainer, parce que vraiment il a un rôle super important du côté des Kings. Mais là du coup, vu que j'ai hésité, même s'il score un petit peu moins, j'aurais mis Nasrid, parce que je le trouve beaucoup trop précieux du côté de Minnesota. Il a eu beaucoup de taf à faire, d'autant plus quand Karl Anthony Towns a commencé à manquer des matchs, ce qu'il va faire encore pour tout le reste de la saison. Et je trouve que Nasrid, il assure, il apporte ce qu'il faut, il a ce profil de pivot créateur qui n'existe pas à Minnesota, et surtout il m'a vraiment surpris. Alors je sais que ça joue pas dans les critères, mais je me demandais cet été pourquoi Minnesota mettait autant de thunes sur 3 intérieurs comme Rudy Gobert, Karl Anthony Towns et Nasrid, parce qu'ils ont re-signé Nasrid pour un joli contrat cet été, et au final c'est plutôt intelligent parce qu'il y a 3 profils différents. Rudy Gobert c'est le pivot contreur, Karl Anthony Towns c'est le pivot attaquant, Nasrid c'est le pivot créateur, et dans ce rôle là, en sortie de banc, il trouve vraiment son rôle dans une équipe qui gagne, et même s'il a pas les stats les plus flamboyantes, c'est celui qui a le plus de wins, et voilà pourquoi j'aurais pris Nasrid, mais encore une fois, peut-être que je donne trop d'importance à ça, et je comprends très bien votre choix de Malik Monk, qui aurait clairement été mon deuxième. Le Discord, encore une fois vous êtes Malik Monk, donc c'est moi, je pense encore une fois, qui doit me planter, qui donne trop d'importance à la win. Nasrid qui arrive que 3ème, et je comprends peut-être que Tim Hardaway Jr. était pas encore aussi mauvais au moment des votes du Discord, mais Tim Hardaway Jr. je l'aurais carrément sorti de mon top 3. Je trouve ça bien aussi que Russell Westbrook ait pas mal de votes, même si effectivement lui aussi a connu une blessure qui le déstabilise, et après peut-être que dans mon top 3 j'aurais mis Bogdanovic, malgré le bilan d'Atlanta qui est pas bon, mais qui est quand même l'un des meilleurs scoreurs en sortie de banc de la ligue. Norman Powell, vous savez, je l'aime beaucoup aussi. Bobby Portis, c'est bien qu'il ait quelques votes aussi. Caris LeVert qui se débrouille très bien aussi du côté de Cleveland. Trey Murphy, bien qu'il ait des votes. Non voilà, on est encore sur un désaccord, mais je valide très bien le choix de Discord et le choix du chat pour Malik Monk, mais toujours, je pense que je donnerai ma voix à Nasrid pour les raisons que j'ai exprimées. On enchaîne sur le trophée à l'improviste de la meilleure progression, le Most Improved Player, le MIP. Et là, ce qu'on sait pour ce trophée-là, c'est que souvent la progression statistique est la plus importante. Une progression dans le rôle aussi est importante. Un joueur qui était en bout de banc qui devient titulaire, ou encore un joueur qui était juste titulaire et qui devient All-Star, c'est important, c'est pareil. Si en plus de ça, son augmentation de rôle et le fait qu'il augmente sa progression, en fait, tout simplement dans son niveau, permet à une équipe peu attendue d'augmenter ses wins, ça fait un avantage de plus, même si c'est pas forcément un critère essentiel. Souvent aussi, je me dis que plus ça part de haut, plus je respecte. Quand il y a 2 joueurs par exemple qui progressent d'un plus 8 points, mais je trouve que c'est plus dur quand t'étais déjà un très bon joueur de passer encore à un niveau supérieur que quand t'étais un joueur moyen qui a enfin des opportunités de marquer 8 points de plus. Donc plus tu pars de haut et plus je respecte à équivalence statistique. Et quoi qu'il arrive, ce que je remarque, c'est que je pense que le boost statistique est le plus important dans ce trophée, pour lequel je continue, c'est un choix assez personnel. J'ai toujours autant de mal à mettre des sophomores, dans la mesure où les sophomores sont souvent attendus pour progresser, c'est limites logiques qui progressent, tandis que les joueurs qui ont plus d'expérience dans la ligue sont peut-être moins attendus à ce niveau et correspondent plus aux critères, mais encore une fois c'est peut-être moi qui me plante là-dedans, et encore une fois c'est peut-être très personnel. En tout cas, le premier que vous avez choisi sur le Discord, c'est Tyrese Maxey.
Lui déjà, il marque 6 points de plus que l'an dernier, c'est plutôt pas mal, mais surtout, sa plus grosse évolution à Philadelphie, c'est dans le rôle, parce que déjà il partait d'ACO, c'était une option 3, sauf que depuis le départ d'Harden, il a assumé le rôle sans souci d'option 2, et maintenant, même sans Embiid, même si avec lui en option 1, les Sixers ils galèrent au classement, Maxey, on voit que toutes les défenses se focus sur lui à Philadelphie, et ce rôle d'option 1, même si ça permet pas à Philadelphie de gagner, il l'assume globalement, et il fait le taf, même si on voit que c'est quand même plus difficile sans Joel, il fait quand même le taf, et ça montre à quel point il a progressé. J'imaginais pas qu'un joueur comme lui, qui pour moi partait de loin, même s'il avait de vraies qualités, mais qui avait quand même des failles dans le QI basket, arrive à éclore si vite et réussisse à avoir un si gros rôle si tôt. En fait, de joueur prometteur, il était déjà prometteur les saisons d'avant, il est devenu un All-Star cette saison, il a fait aussi d'énormes perfs au scoring, il est passé 2 fois au-dessus de la barre des 50 points, ou une fois 50, une fois 51, et ce qui est fort, c'est que même si globalement il a vu ses pourcentages un petit peu baisser par rapport à la saison dernière, c'est que même en étant plus responsabilisé, même en ayant plus de tickets shoot cette saison à Philadelphie, et même en étant l'une des cibles plus privilégiées de ses adversaires, qui n'ont plus à se focus sur Harden maintenant qu'il est parti, il arrive quand même à avoir des pourcentages très propres finalement. Son jeu à Tyrese Maxey, c'est un mix de panier en transition, de vitesse, de drive en percussion aussi, de flotteur et de gros step back à 3 points. Dans son style, on le voit, avec sa vivacité, c'est devenu un joueur qui est très dur à stopper en 1 contre 1, surtout qu'il a un très bon toucher à la finition, au lay-up, et en plus de ça, cette saison, je trouve qu'avec l'absence d'Harden, il montre qu'il peut être un playmaker correct, avec plus de 6 passes en moyenne par match cette saison, c'est un career high, donc il a aussi bien progressé dans ce secteur, et voilà, ce que j'apprécie aussi d'autant plus, c'est que malgré son jeu à risque, c'est un joueur qui perd très peu de ballons, moins de 2 balles perdues par match, c'est très propre, clairement, c'est un joueur qui est bien meilleur en tant qu'option 2 avec un Embiid en option 1 et qui va vraiment profiter de la gravité de Joel au poste, n'empêche que globalement on voit de vrais progrès de Maxey, statistiquement, dans le rôle aussi, et c'est tout à fait normal de le voir dans la course au MIP. Globalement, je trouve qu'il a pris tout ce que Nurse lui a donné, et en fait il en a fait très bon usage. Le deuxième que vous avez choisi, c'est Alperen Sengun. Malheureusement, on le sait, avec son entorse au genou et à la cheville, il manquera, il est absent jusqu'à nouvel ordre, et aux dernières nouvelles, il reviendra pas cette saison, même si il va échapper à l'opération, et c'est pas très grave, mais on comprend que les Rockets, qui ne jouent plus grand chose au bilan, veuillent l'économiser. Sauf que ça, encore une fois, vu que les votes ont eu lieu il y a 2 semaines, vous le saviez peut-être pas encore, et c'est peut-être pour ça que vous l'avez choisi. Ça va peut-être l'handicaper pour le MIP de manquer autant de matchs sur la fin de saison, et peut-être que avec ça il pourrait louper l'occasion de finir en trombe. Sauf que si on essaye d'oublier ces matchs qu'il va manquer en fin de saison, et qu'on essaye de faire de dire stop là au moment M, est-ce que Alperen Sengun mérite vraiment d'être parmi les candidats pour le MIP, mais j'ai envie de dire que oui, parce que Sengun, c'est quand même un joueur qui a augmenté sa moyenne de points de plus 6 lui aussi, il tourne à 5 passes par match, lui aussi c'est un record en carrière sur le nombre de passes décisives, et surtout un petit peu comme Maxey, je trouve qu'il a progressé dans le rôle, donc même si ça semble cuit maintenant pour Houston pour le play-in, c'est quand même une équipe qui a montré de bonnes choses cette saison, et je trouve que Sengun il a vraiment eu une grosse importance là-dedans, c'est le meilleur scoreur de l'équipe, c'est le meilleur rebondeur, c'est aussi le deuxième meilleur passeur, ça a de la valeur, on se rend compte à quel point il a beaucoup d'impact sur le jeu des Rockets, c'est à la fois un joueur qui, dans une équipe comme Houston en tout cas, peut être l'option 1 en ce moment, mais peut aussi être un first team player qui va penser aux autres, parce qu'en attaque, et c'est appréciable, c'est un joueur qui souvent arrivera à faire l'action juste. C'est dommage parce que maintenant c'est pas encore un shooter de loin assez sûr, assez régulier, et qui prend assez de volume, il tente moins de 2 tentatives par match à longue distance, mais sinon globalement c'est un mec qui offensivement a une très grosse efficacité, qui sait faire beaucoup de choses. Maintenant peut-être que tout ça là on le met peu en valeur parce que Houston ne gagne pas assez, mais c'est ce qui peut aller contre lui sur la fin de saison. N'empêche que voilà, Sengun, Maxey a fini All-Star cette saison, Sengun en était pas loin, et je trouve que statistiquement et dans le rôle, il est vraiment pas loin de Tyrese Maxey, et je trouve que c'est tout à fait comparable, même si évidemment il ne jouera pas la fin de saison. Et le troisième que vous avez choisi, il est intéressant, c'est Coby White, et c'est un cas que j'aime bien, parce que Coby White, ça fait un petit moment maintenant, c'est sa 5e saison qu'il est en NBA, et il a mis vraiment longtemps à percer, et je trouve que cette année, dans une équipe de Chicago, qui bien sûr est décevante, mais qui lutte quand même pour le play-in, on assiste à une vraie explosion de la part de Coby White. Alors bien sûr qu'il n'a pas un niveau aussi haut que ceux de Maxey et Sengun, qui comme on l'a dit sont All-Star ou presque All-Star. Clairement White il n'était pas dans la discussion pour le All-Star Game cette année. Par contre aujourd'hui ça reste quand même un joueur qui peut mettre quasiment 20 points par match dans une équipe de play-in, et ça je trouve ça fort quand on voit que la saison dernière il tournait à moins de 10 points par match. En gros il a fait un plus 10, et parmi les candidats en termes de scoring c'est la plus grosse progression de statistiques de tous les joueurs que vous avez choisis. En fait je trouve que peu à peu sur son début de carrière qui a été un petit peu compliqué parce qu'il avait du mal justement à trouver cet équilibre,
équilibre, il a fini par le trouver entre jouer pour lui et jouer pour les autres. Et je trouve que maintenant, il a trouvé la bonne balance, ouais, vraiment le bon équilibre. Là, il est limite à tourner en 20-5-5, hein, c'est propre, avec un gros temps de jeu, avec la confiance de Billy Donovan à Chicago. Il a aussi un nombre de pertes de balles qui est assez correct finalement, et des pourcentages qui sont très propres, hein, 2,2 pertes de balles, 45% au global, quasiment 39% à 3 points. Il n'y a rien à jeter là-dedans, c'est bien. Et je trouve que du rôle de combo guard un peu perdu qu'il a été pendant longtemps, aujourd'hui à Chicago, peu à peu, il est devenu un vrai meneur sur qui on peut compter. Alors bien sûr que l'organisation et le playmaking, c'est pas sa qualité numéro 1, sauf qu'il peut vraiment aussi dépanner, faire le taf finalement dans ce rôle, et j'aime bien ce qu'il fait à Chicago cette année. Il comble vraiment les manques, hein, qu'il y a dans cette équipe avec la blessure de Ball et puis celle de Lavine en fin de saison. Tous ces trous, il arrive à les boucher comme il faut, et même si l'équipe est décevante, Coby White fait partie des bonnes surprises, des rares bonnes surprises dans la saison de Chicago. Il fait partie des raisons qui permet à cette équipe des Bulls de garder la tête hors de l'eau et au moins de participer au play-in. C'est aussi d'ailleurs, il faut s'en rendre compte, hein, que finalement Chicago, on pourrait les critiquer pour leur bilan, mais Tyrese Maxey avec Philadelphie pourrait aussi passer par le play-in. Et Alperen Sengun, lui, ne fera pas le play-in quoi qu'il arrive, et finalement peut-être que Chicago c'est une équipe aussi bien classée que les autres. Donc si vous voulez prendre en compte le bilan de l'équipe, Coby White est pas tant handicapé que ça, enfin en tout cas je m'égare. Ce qui est sûr, ce que j'ai envie de retenir, c'est que Coby White cette année, oui, c'est un gros motif de satisfaction à Chicago, c'est l'un des joueurs les plus réguliers que sa team, c'est la plus grosse explosion statistique en termes de points. Maintenant il n'a pas non plus le plus gros rôle, parce que Maxey et Sengun ont un rôle au-dessus dans leurs équipes de Houston et de Philadelphie, quand le bilan de ces trois teams est à peu près comparable. Donc on va aller voir qui vous choisissez entre ces trois. Pour le trophée à l'improviste de la meilleure progression aux 3/4 de la saison 2023-2024, le chat a choisi Coby White à 42%, c'était super serré, 42% pour lui, 38% pour Tyrese Maxey et 19% pour Alperen Sengun, qui vraiment a souffert de sa blessure, hein. Vous étiez nombreux à dire dans le chat, ça aurait été mon numéro 1, mais avec sa blessure il peut plus remporter le trophée, et c'est vrai que ça le sort un petit peu des débats, même si on aurait pu dire que si on, comme je le disais tout à l'heure, on fait nos votes au moment M de la saison, il aurait mérité quelques votes. En tout cas, c'est Coby White que vous avez choisi, et sachez que même si c'était serré, on est d'accord cette fois-ci, et pourtant j'étais quasiment persuadé qu'on allait partir sur un désaccord. Pour moi, ça se jouait dans les trois sélectionnés pour les raisons que j'ai exprimées concernant Sengun entre White et Maxey. Maxey a été mon favori, je pense, pendant là on est aux 3/4 de la saison, pendant une bonne moitié de la saison, clairement. Sauf que Maxey, je trouve que quand il a été mis dans le rôle d'option 1, ça a été quand même beaucoup plus compliqué pour lui. Il a toujours essayé de faire ce qu'il... Mais en tout cas, il n'a pas eu l'augmentation statistique qui était attendue en tant qu'option 1. Il a même vu ses pourcentages encore un petit peu chuter. Alors Coby White, clairement, partait de plus bas, mais je trouve qu'il a une plus grosse progression statistique de Tyrese Maxey. Et vu que c'est quand même la plus grosse satisfaction des Bulls, c'est l'une des grosses satisfactions avec Alex Caruso, j'ai envie de mettre en valeur la progression de plus 10 points et plus 13 minutes de jeu. Vous me mettez dans le chat, j'avais même pas noté ça, mais plus 13 minutes de jeu de Coby White, qui n'est pas qu'un scoreur en plus, qui est un joueur complet, qui prend des rebonds, qui fait des passes décisives, qui défend pas super bien c'est sûr, mais qui est efficace en attaque et qui fait des choix qui sont de mieux en mieux. Ouais, j'ai envie de donner cette voix à Coby White comme vous, et on va voir ce que dit le Discord. Et le Discord met Tyrese Maxey loin devant, et je comprends, mais ouais, je pense en vrai que de toute façon Tyrese Maxey en ce moment il est favori et que c'est lui qui va le gagner. Coby White, c'était mon choix du cœur. Alors peut-être que je vous l'ai bien vendu, c'est pour ça qu'on était d'accord avec le chat. Il arrive que 3ème sur le Discord. Alperen Sengun, à l'époque où vous avez voté sur le Discord, malheureusement il était pas blessé, donc je comprends qu'il arrive 2ème. Et je trouve ça bien que Jonathan Kuminga soit mentionné, parce que si on sort Alperen Sengun des débats, ça aurait été sûrement mon 3ème joueur, sachant que les deux suivants, Jalen Johnson et Jalen Williams, méritent énormément aussi. Il y a du monde, hein, Scotty Barnes aussi, Tyrese Haliburton, c'est dommage que sa fin de saison soit un peu moins bonne, et Jalen Suggs, pareil, Derrick White et Jalen Suggs, mais Jalen Suggs, gros big up à lui, parce que je trouve que ce qu'il fait du côté d'Orlando cette saison, c'est très bon. Donc voilà, accord entre le chat et moi, mais désaccord avec le Discord qui choisit Tyrese Maxey, et même si je continue à donner ma voix à Coby White, je pense néanmoins que c'est Tyrese Maxey qui risque de décrocher le trophée de meilleur le trophée de la meilleure progression de l'année. Allez, go enchaîner sur le trophée Omer d'alors, mon petit trophée bonus, mon petit trophée perso, profitez-en parce que je pense que c'est la dernière fois qu'on le voit. Les petits spoilers, j'en suis un peu fier, vous allez me dire ce que vous en pensez dans le chat et même dans les commentaires YouTube. Ce sera, je pense, remplacé par le trophée architecte du meilleur dirigeant de l'année pour vraiment correspondre aux trophées NBA qui sont décernés. Donc je pense que c'est la dernière saison qu'on voit le trophée Omer d'alors. C'est dommage, c'est un de mes jeux de mots préférés, mais architecte devrait le remplacer très 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 vite. Donc voilà, quand même, une dernière fois, en tout cas pour cette saison, j'avais envie de voir qui était le joueur
joueur le plus décevant. Ce qu'on voit, c'est que c'est un trophée très très personnel qui dépend vraiment des attentes de chacun, et on voit à quel point ça peut être variable dans la mesure où à chaque fois sur le Discord, c'est le trophée pour lequel il y a la plus grande variété de candidats. Ça va choper des candidats, enfin tout le monde a ses propres déceptions, donc forcément c'est un trophée très personnel, et c'est peut-être un petit peu le défaut de ce trophée, c'est pour ça que je l'enlèverai. Donc on verra justement qui répond le moins aux attentes de chacun, qui fait l'unanimité en tout cas chez le Discord, et puis voilà, on va en profiter peut-être une dernière fois, sauf si vraiment vous militez dans le chat et sur les commentaires pour le garder, ce trophée au Merdalore. Vous me direz ça et j'étudierai ça avant de prendre ma décision. En tout cas, le premier que vous avez nommé pour ce trophée, c'est Draymond Green des Golden State Warriors. Et Draymond Green, aujourd'hui, il a 34 ans, c'est un joueur qui vieillit, mais j'ai pas envie de dire que c'est comme le bon vin, forcément. Bon, ça reste quand même toujours un joueur qui est assez unique, qui est capable de porter une défense un minimum, qui peut porter la balle aussi, et d'agir en playmaker du côté des Warriors, et toujours de tourner à des stats corrects, de 9 points, 7 rebonds, et 6 passes, c'est quand même propre. Le souci de Draymond Green, c'est pas vraiment dans le jeu, même s'il y a une diminution de son impact, mais qui peut être prévisible, à 34 ans, on va pas lui en vouloir pour ça. Le problème, c'est qu'il est totalement imprévisible. On se rappelle de l'histoire avec Jordan Poole de l'an dernier, on aurait pu imaginer que derrière il cherche un petit peu à se faire oublier, surtout que Jordan Poole a été transféré derrière, et finalement c'est tout l'inverse qui s'est passé, il s'est énervé de plus en plus, et il a fait de plus en plus parler de lui. Il a fait 2 gros dérapages cette saison de Draymond Green sur Rudy Gobert et sur Youssouf Nurkic, ça donne l'impression qu'il apprend pas, qu'il tire pas de leçons. Là il est revenu, après sa suspension, après ce qu'il a fait sur Nurkic, globalement il est toujours sur le terrain, mais j'ai l'impression qu'il est toujours sur la brèche, vraiment, qu'il est toujours aussi imprévisible, qu'il est toujours à 2 doigts de débrancher, et c'est bien ça qui est problématique, parce que ok, je trouve que Green c'est toujours un joueur essentiel dans le dispositif des Warriors, il a eu tellement un gros rôle dans le passé que maintenant ce jeu est ancré autour de lui et c'est difficile de se passer de lui, ça se voit quand il est pas là, sauf que c'est quand même beaucoup moins essentiel qu'à une époque, il peut moins se permettre ces choses-là avec ce niveau de jeu qui baisse, et je pense que c'est pour ça qu'il vous déçoit. On voit quand même qu'il est moins mobile et qu'il est moins percutant en défense, il est aussi moins intimidant défensivement que dans son prime, il peut moins switcher aussi partout que dans son prime, il fait toujours ça bien, clairement, et il communique toujours très fort, c'est pour ça que ça reste un maillon essentiel, sauf que, non, on voit que ça régresse, et le problème en parallèle, c'est qu'avec sa maturité, avec tout ce qu'il a vécu, ça doit être un vétéran qui montre l'exemple, et sauf que pour l'instant il est beaucoup trop imprévisible pour assumer ce rôle, et comme je disais, venant d'un joueur qui a connu tant de choses dans sa carrière, forcément c'est décevant, on attend plus de maturité de la part de Draymond Green, et son attitude cette saison, je trouve que c'est toute l'équipe des Warriors qui en a pâti, donc je comprends que vous l'ayez mis dans votre top 3 des plus grosses déceptions sur le Discord. Le deuxième que vous avez choisi, c'est Jordan Poole, sans surprise, parce qu'il nous fait vraiment une saison catastrophique du côté de Washington. C'est un joueur qui pourtant a beaucoup de talent offensif, il l'avait montré avec les Warriors, quand il a gagné le titre avec Golden State, Jordan Poole c'était un élément majeur, mais la vérité c'est que même s'il a compté lors de ce titre, les Warriors l'ont pas gardé, alors qu'à la base il était vu comme un projet d'avenir, et à mon avis, si les Warriors l'ont pas gardé, c'est qu'ils avaient leur raison. S'ils ont choisi Jordan Poole plutôt que Draymond Green, c'est pas que pour l'histoire, c'est peut-être que, alors qu'ils auraient pu essayer de réconcilier les deux, ils se sont dit non, Jordan Poole c'est pas forcément un joueur sur qui il peut compter. Résultat, il est arrivé à Washington, où aujourd'hui il a un contrat à 32 millions l'année jusqu'en 2027, bon courage, forcément c'est décevant de voir le niveau de jeu qu'il affiche en étant payé autant, et clairement parce que il joue pas comme un joueur qui est payé comme ça. Le talent a beau être là, il a pas du tout l'air heureux du côté des Wizards, on dirait qu'il s'en tape du basket, comme il l'a dit en mode de toute façon j'ai déjà été champion, j'ai rien à prouver, donc limite je joue comme je veux, ça fait un petit peu peur. Il est complètement désinvesti dans le jeu, c'est un joueur qui est pas du tout focus, qui fait plein d'erreurs, limite il joue comme au playground, ou joue comme au practice, en faisant ce qui lui fait plaisir de faire. Alors des fois, ça va planter 35 points quand il est dans un bon soir et que ça va rentrer et qu'il va être en réussite et qu'il va marcher sur l'eau, mais ça reste beaucoup trop rare. En fait, il y a surtout plein de fois où on dirait que Jordan Poole, il a juste la flemme, et c'est dommage pour un joueur pour lequel on aurait pu penser qu'avec plein de nouvelles responsabilités du côté de Washington, il pourrait au moins faire des chiffres en croquant, j'imaginais qu'il ferait ça avec une adresse dégueulasse. Pardon, résultat, il a une adresse dégueulasse, sauf qu'il fait même pas les chiffres, donc on se rend compte que même ça, croquer pour lui, il en a même pas envie. Ça fait peur, et clairement c'est décevant. Jordan Poole, je pense que même si ça dure, ce niveau-là du côté de Washington, et qu'il continue à s'enfoncer là-dedans, ça pourrait devenir un des contrats les plus toxiques de la NBA. Et le troisième que vous avez choisi, c'est Klay Thompson, encore un joueur des Warriors, et un peu comme Draymond Green, sa ligne de stats, elle est pas super moche, elle reste correcte, on parle d'un joueur qui marque 17 points par match, qui est essentiellement un shooter, et qui de loin tourne à 38%, c'est très correct, sauf que son problème numéro 1 avec Klay Thompson, lui aussi, globalement, c'est l'attitude, même si ça se manifeste pas du tout de la même façon que Draymond Green. De toute façon, on voit que Klay, depuis sa blessure, c'est plus le même joueur, et cette année, c'est peut-être la pire version qu'on ait jamais vue de sa part. En fait, il est pas en confiance, ça se sent lui aussi qu'il est pas forcément bien dans ses pompes, comme s'il était
frustré de ne plus avoir le niveau d'avant. Il râle beaucoup sur les arbitres, il a pas toujours l'air focus sur la victoire, plus sur le fait de vouloir faire ses stats et d'être un bon joueur et de se frustrer quand ça rentre pas et quand ça fonctionne pas. Bien sûr, il a une adresse à 3 points qui est toujours très correcte, mais qui est plus élite comme avant. Et lui nous avait habitués à finir des saisons à plus de 40%, et c'est plus le cas. Aujourd'hui, en plus de ça, ça va être... il a toujours... On retient souvent, j'ai l'impression, que les matchs où Klay Thompson est très très régulier, sauf que non, il a déjà connu pas mal de coups de mou et de coups de moins bien dans sa carrière, même quand il était dans son prime. Sauf que là, ces coups de mou sont quand même beaucoup plus souvent présents, les durées de ces phases de crise de confiance durent plus longtemps, et clairement, même si ses stats globales restent correctes, il a perdu en régularité. Et en défense, c'est pareil, c'est plus du tout le joueur qu'il était dans son prime, où c'était un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue, et le problème, c'est qu'avec son adresse au shoot qui diminue, le côté où il se frustre en plus, et le côté où défensivement, c'est plus devenu qu'un joueur dans la moyenne, j'ai envie de dire, peut-être même dans la moyenne moins, peut-être que ça devient juste, et il faut s'en rendre compte, et c'est triste de le dire, mais un shooter lambda en NBA, un bon shooter lambda qui fait son taf, mais quand même un shooter lambda, j'ai l'impression que des profils comme ça, qui peuvent scorer 17 points à 38% à 3 points et défendre moyennement, il y en a un paquet dans la grande ligue, mais le problème c'est que tous ces joueurs-là, globalement, eux, ils acceptent leur rôle, ils acceptent de jouer un rôle de complément, et Klay, même si maintenant il est de plus en plus souvent utilisé en tant que 6e homme, j'ai l'impression que son ego a du mal avec ça, mentalement, ça se voit, on sent que lui, il veut toujours être comme à son prime, sauf que c'est plus le cas, et c'est franchement quelque chose qui pêche, je trouve, dans son niveau. Ça fait du mal à son propre niveau de jeu individuel, mais je trouve que ça fait aussi du mal à toute son équipe quand il va se frustrer et penser à lui et à sa frustration et à son ego plutôt qu'à la victoire de son équipe. Donc voilà pourquoi ces derniers temps, j'ai l'impression il est davantage utilisé en sortie de banc, mais avec le recul, j'ai l'impression que ça change pas grand chose. Encore une fois, c'est un peu comme Draymond Green, venant d'un joueur qui a tant vécu de choses, qui devrait avoir une espèce de maturité exemplaire. C'est clairement décevant de voir ses frustrations trop fréquentes à Klay Thompson, même si évidemment revenir de 2 très grosses blessures comme il l'a fait, c'est quand même une sacrée aventure, et on peut comprendre que mentalement ce soit compliqué pour lui. N'empêche que il est très loin aujourd'hui mentalement, j'ai l'impression, le Klay Thompson Prime, et je comprends aussi que vous l'ayez mis dans les 3 parce que c'est décevant sa saison à Klay du côté de Golden State. Pour le trophée Omer Dallor, de la plus grosse déception à 3/4 de la saison 2023-2024, un trophée visiblement dans le chat que vous voulez que je garde finalement, vous n'êtes pas trop convaincu par le trophée architecte, j'ai hâte d'avoir l'avis des gens sur YouTube, mais j'arrête de faire durer le suspense. Le trophée Omer Dallor de la plus grosse déception aux 3/4 de la saison arrive à Jordan Poole. Évidemment, je pense que dans mon argumentaire, j'ai été très tranchant sur Jordan Poole, et je n'en pense pas moins, vraiment, pour moi, c'est la plus grosse déception. Payer trop cher, une attitude je m'en foutiste qui est exécrable, un comportement sur le terrain qui est dégueulasse pour ses coéquipiers, tout simplement. Non, c'est vraiment, il me déçoit de A à Z. Comme je disais, j'imaginais, en début de saison, c'était même limite un de mes... J'imaginais même pas le considérer comme mes hot takes, parce que c'était limite attendu. Il était tellement talentueux au scoring, je me suis dit que, ok, il allait croquer, mais de toute façon c'est ce qu'il voulait faire, et il allait scorer à 25 points par match en shootant à 38%. Il aurait fait une saison dégueulasse, Washington aurait fini dans les dernières places, mais au moins il aurait fait des stats, il aurait marqué des points. Mais même ça, comme je disais, j'ai l'impression qu'il s'en branle complet, il s'en fout complet. Il va me rendre vulgaire, mais ça suffit. Non, Jordan Poole, plus grosse déception pour moi, pour vous aussi et pour le Discord aussi, et de très 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 loin. J'ai l'impression que autant pour la 2e place, il y a eu tous les joueurs possibles et imaginables qui ont été cités, vu qu'on a eu 26 joueurs cités en plus de tous ceux qui sont affichés, mais Jordan Poole, 61 points. Évidemment, il n'y a pas débat, Jordan Poole, la plus grosse déception, sachant que tous ceux qui ont été cités ont des arguments aussi. Je pense à DeAndre Ayton, forcément, qui méritait lui aussi d'être cité. Non, vraiment, ok, pour ce trophée, il n'y a pas débat. En tout cas, Jordan Poole pour l'instant, et je suis pas sûr que ça bouge d'ici la fin de la saison. On conclut avec le trophée Yvan du Rêve, le trophée forcément le plus attendu, pour lequel en plus on va en parler juste après. Je trouve qu'il y a une vraie course cette année, donc le trophée Yvan du Rêve du MVP, du meilleur joueur. Et pour être MVP, comme je le dis à chaque fois, je le répète à tous les lives des awards, je trouve que c'est un trophée vraiment très intéressant, et il y a beaucoup de gloire à l'idée de remporter ce trophée, parce qu'il faut tout cumuler, tout simplement. Il faut être un joueur régulier pendant quasiment l'intégralité de la saison. Tu peux pas, même si t'as mal commencé, que t'as une courbe ascendante, tu peux pas, il faut que dans le pire des cas, t'aies commencé de façon moyen plus, et que tu finisses vraiment en trombe, mais t'es obligé vraiment d'être régulier sur toute la saison. En plus de ça, il faut avoir des stats individuelles qui sont très propres, qui souvent dépassent les 25 voire 30 points par match, et essayer en plus de remplir les autres colonnes statistiques
statistiques, donc il faut avoir vraiment un très gros volume de jeu, il faut éviter les blessures, rester en bonne santé, surtout que cette année on le sait, c'est pour ça que Joel Embiid est complètement sorti des débats, il faut avoir joué 65 matchs minimum pour être MVP, donc ça demande d'avoir une santé de fer vraiment, et d'éviter trop de load management, et en plus de ça il faut avoir, en plus de l'impact individuel que je citais, un impact vraiment sur l'équipe et sur le bilan, on l'a vu, de toute façon dans l'histoire, c'est très souvent que les MVP, dans la majeure partie du temps, faisaient partie du top 3 de leur conférence, à part dans des moments très très vieux ou des exceptions qui sont très rares. Donc il faut du scoring bien sûr comme je disais, mais aussi de la polyvalence, il faut aussi un minimum de défense, c'est pas obligé, on a vu des MVP qui ont été élus sans être experts de la défense, mais s'il y a un débat, je pense que ça peut être un critère bonus. Il faut aussi avoir fait des perfs marquantes, pourquoi pas des records aussi, des choses qui vont vraiment marquer les esprits. Si en plus de ça t'as une narrative qui va bien, que t'as un nouveau visage, on le sait, c'est un avantage, ou si t'as un côté revanche, enfin voilà, l'histoire autour du MVP et le récit qui peut être créé autour, c'est aussi super important dans ce trophée. Donc voilà, c'est vraiment un trophée élite parce qu'il demande de mixer pas mal de critères justement à un niveau élite, qu'il faut réussir à quasiment tous cocher, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui les remplissent, les critères cette année, et le premier que vous avez sélectionné sur Discord, je les présente toujours dans l'ordre alphabétique, c'est Luka Doncic, et clairement Luka Doncic, on va pas se mentir, individuellement il a absolument tout, statistiquement, notamment au scoring, il domine la ligue et de loin, et même toutes ses stats sont complètement folles, il est quasiment un triple-double par match, enfin il est à une unité et à 0,2 passes du triple-double, c'est dingue, et c'est juste un attaquant qui sait tout faire, qui est incroyablement intelligent, incroyablement gifté, et je trouve que c'est déjà à son très jeune âge l'un des meilleurs joueurs de toute l'histoire en isolation. C'est un mec qui peut vraiment scorer à tous les niveaux, dans toutes les positions, qui a un sens du panier qui est complètement incroyable, mais en plus de ça il a un super QI basket, une super vision de jeu, il a une façon de faire des choix offensifs qui est complètement dingue, et je trouve ça fou, il arrive vraiment à attirer les défenses à lui, mais en plus de ça, comme on le disait quand on parlait du côté joueur clutch, il peut soit leur tirer sur la tête quand il a besoin, mais aussi utiliser sa gravité pour essayer de trouver ses coéquipiers, notamment les shooters, et notamment d'autres joueurs clutch, comme il a dans son équipe, notamment un Kyrie Irving qui est capable maintenant de mettre des hooks main gauche complètement hallucinants. Donc en plus de ça, là il a fait on parlait de perfs marquantes ou de séries marquantes, on a un Doncic qui vient d'enchaîner une grosse série de triple-double à plus de 30 points, c'est super fort, un record pas loin aussi. Individuellement, clairement, quand on regarde Luka Doncic, il suffit de le voir jouer et il donne l'impression d'avoir un gros sentiment de domination face à n'importe quel défenseur. En plus de ça, cette saison, je le trouve un petit peu plus fit que d'habitude et ça lui permet de faire au moins le minimum en défense. Je dirais pas que c'est un défenseur élite, mais ça reste toujours sa principale faiblesse, bien sûr. Mais aujourd'hui, il est beaucoup moins ciblé parce que je le trouve un petit peu plus athlétique et aussi plus volontaire. Vraiment, je trouve que si on parle de l'impact, Luka Doncic, il a absolument tout pour être MVP. Je sais que certains ne l'aiment pas parce qu'ils trouvent qu'il râle trop auprès des arbitres, il se prend trop de fautes techniques. Ça, c'est un souci qu'il a toujours pas réglé, mais après, individuellement, vraiment, il a tout. Et d'ailleurs, je suis persuadé qu'un jour, il le sera MVP. Si c'est pas cette année, ça arrivera un jour. En fait, la question, c'est pas sera-t-il MVP, c'est quand est-ce qu'il deviendra MVP. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est justement, à chaque fois, j'ai précisé les cases individuelles, parce que le problème, c'est que s'il coche, oui, toutes les cases pour être le joueur le plus impactant individuellement en NBA, il remplit pas tous les critères historiques, en tout cas de ces dernières années pour le MVP. En tout cas, pas ceux que la NBA nous a donné l'habitude de prendre en compte, justement, pour donner ce trophée. On a une équipe de Dallas qui est trop mal classée, qui est en lutte pour le play-in en ce moment, et ce qu'on voit, c'est que même avec un Luka à ce niveau-là, les Mavs ne gagnent pas de façon assez régulière. Aujourd'hui, on sait même pas si Dallas fera les playoffs en vrai, même si de plus en plus, il semble bien parti. En fait, on le voit, pour beaucoup de votants, on dit que oui, c'est justement, on parle de la valeur des coéquipiers, et moi je trouve que, quelle que soit la valeur des coéquipiers, on l'a vu dans l'histoire, pour beaucoup de gens qui décident à qui va être attribué le trophée de MVP, on s'en fout qu'un tel ait des mauvais coéquipiers, s'il a un mauvais bilan, il va être pénalisé. Donc maintenant, à vous de juger si Doncic a de bons ou de mauvais coéquipiers. Kyrie Irving, je trouve très bon cette saison, mais c'est vrai qu'il a pas mal été blessé. Est-ce que, pour vous, c'est une excuse ou pas? Est-ce que pour vous, le bilan n'est pas rédhibitoire? Si oui, je peux comprendre vraiment qu'il soit votre MVP. De mon côté, et vous l'avez sûrement compris dans mon discours, je vais sûrement aussi vous spoiler, même si je pense qu'on peut être un MVP sans être un défenseur élite, Nikola Jokic nous l'a montré, je trouve que si en plus d'être un défenseur juste correct, juste moyen,
on a un mauvais bilan collectif, ça devient compliqué. En tout cas, c'est mes critères, c'est peut-être pas les vôtres, et je comprends très bien votre vote Luka Doncic, et quoi qu'il en soit, je le répète, même si à mon sens, c'est peut-être pas pour cette année le MVP pour Luka Doncic, ce sera pour très bientôt, je m'en fais pas, tellement son niveau individuel est fou, et tellement il mérite de porter des équipes beaucoup plus haut. Bref, le deuxième que vous avez choisi, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Et là, je vais pas en faire des tonnes à son propos, parce que je vous ai fait une vidéo qui s'appelle tout simplement « Pourquoi, selon moi, Shai Gilgeous-Alexander va finir MVP de cette saison ». Sauf que, mine de rien, des choses, il s'en est passé jusque-là, et je dis pas que j'ai changé d'avis, on en parlera un petit peu plus au moment des choix, mais ce que je trouve génial, c'est que cette course au MVP, elle est méga serrée. En tout cas, je me dis que si votre critère numéro 1, parce qu'encore une fois, ça dépend des critères de chacun, pour élire le MVP, c'est de vous fier aux stats avancées, et que ces dernières années, vous étiez vraiment défenseur du fait que Jokic aurait dû limite gagner tous les MVP, parce que selon les analytics, c'est lui qui avait le plus d'impact sur les victoires de son équipe. Mais cette année, logiquement, si vous continuez à suivre cette règle, j'espère bien que vous avez un œil très attentif sur ce que fait Shai Gilgeous-Alexander de ce côté-là, du côté d'Oklahoma City. En fait, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo que j'ai sortie là il y a quelques semaines, vous irez la voir hein, si vous voulez plus de précision, mais pour la première fois depuis 2020, on a un Jokic dans toutes les stats avancées qui impliquent vraiment l'impact sur la victoire, comme le win share ou le box plus minus, mais il a vraiment un rival, et un rival de choix en plus, parce que c'est deux joueurs qui dans toutes ces stats ont des chiffres très similaires et qui se tapent un petit peu pour la première place, qui ne cessent de se passer devant et derrière. Et ça c'est super intéressant, et ça montre à quel point ces deux joueurs ont un impact énorme cette saison sur les wins de leur team. En plus de ça, à une ou deux victoires près, là je crois que c'est le Thunder qui a une victoire d'avance au moment du live, ils ont quasiment le même bilan, donc ça montre à quel point ce sera difficile de faire un choix. Ce que je me dis, c'est que dans une course face à Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, face à Doncic et face à Jokic d'ailleurs, Shai Gilgeous-Alexander, il a l'avantage d'être un plus gros défenseur, et surtout un plus gros scoreur que le Joker. C'est un élément qui peut peser pour le trophée de MVP, parce qu'on sait à chaque fois à quel point le scoring est souvent un petit peu plus mis en avant que les autres stats. En plus de ça, c'est le meilleur intercepteur de la ligue, et quand t'es leader dans une catégorie statistique, ça aussi je me dis que ça peut avoir du poids. Maintenant, il faut se rendre compte que Shai Gilgeous-Alexander, c'est pas non plus un joueur qui a beaucoup de hype. C'est pas un joueur qui vend beaucoup de maillots. Hein. J'ai vu certains dans les commentaires de ma vidéo à l'époque qui me disaient qu'au contraire, il y avait une énorme hype autour de SGA. Je suis pas d'accord avec ça. Regardez les ventes de maillots, il était même pas dans le top 20 cette saison. Donc pour moi, c'est pas ça, un joueur qui a de la hype. Quand je vois qu'un Maxi, par exemple, vend beaucoup plus de maillots que lui. Mais n'empêche que, malgré ce manque de hype, parce qu'il a pas forcément un jeu super spectaculaire, il a un jeu super efficace, il a un jeu qui est propre. C'est un joueur qui n'en fait jamais trop, qui joue sur ses forces, comme on en parlait dans le trophée de clutch player, et je trouve qu'il cumule deux critères essentiels, la domination individuelle et le succès collectif, et ça pour moi c'est cocher les cases principales pour être un vrai prétendant pour le MVP. On sait aussi que la NBA aime voir de nouveaux visages, de nouvelles têtes pour soulever le trophée, et vu la belle histoire qui est en train de connaître le Thunder cette saison, cette équipe qui était attendue très haut, mais quand même pas au point de jouer les premiers rôles à l'ouest, hein, ça aussi on en a suffisamment parlé aujourd'hui, je pense que cette narrative, elle pourrait être du côté de Shai Gilgeous-Alexander, surtout qu'en plus cette saison, il a gagné 3 des 4 matchs face aux Nuggets et Nikola Jokic, ça lui fait un avantage supplémentaire, quoi qu'il en soit. Moi, ce dont je suis sûr, c'est que la course, elle est super serrée, parce qu'on a un autre mec, là, Nikola Jokic, qui a lui aussi de vrais arguments, et selon la sensibilité de chacun, on peut vraiment mettre en avant ceux de l'un ou ceux de l'autre, ce serait un débat infini. Parce que Nikola Jokic, globalement, il a une domination individuelle qui est aussi dingue que chez Gilgeous-Alexander, il a un succès collectif qui est équivalent, il a la même domination dans les stats avancées, il a même peut-être une légère avance là, à ce moment-là de la saison, il a une valeur qui est similaire dans le succès de son équipe, c'est assez fou, et lui aussi, bien sûr, c'est la raison principale pour laquelle les Nuggets gagnent. Shai Gilgeous-Alexander, c'est la raison principale pour laquelle le Thunder gagne, Nikola Jokic, c'est bien sûr la même chose du côté de Denver, et c'est pour ça que cette course au MVP, elle est méga serrée, et que ça va être une question de préférence. Ok, Joker, ce qui peut le desservir, c'est de ne pas avoir le scoring, peut-être pas la défense, et de peut-être pas avoir la narrative de son côté. N'empêche que, actuellement, c'est difficile de dire que c'est pas le joueur le plus complet de la ligue, là, lui aussi, hein, il tourne presque à un triple-double de moyenne, lui il a les points, les rebonds, il lui manque juste 0,9 passes, c'est un pivot qui est très peu athlétique, certes, on le connaît, mais il a un côté où le basket, ça a vraiment aucun secret pour lui. En fait, il domine grâce à ses qualités, à ses skills, à son intelligence de jeu, et voilà, c'est ça, hein, c'est alors qu'il a l'air de pas être endurant, d'être un peu pâteau, c'est le cas, il va pas sauter très haut, n'empêche qu'avec ses feintes, sa science du jeu, sa façon de voir le jeu aussi avant les autres, de faire la bonne action au bon moment, Nikola Jokic, c'est un joueur à part qui, en plus de ça, a un physique d'intérieur qui est difficile à arrêter et qui est lourd, et qui est très lourd, pardon. Par contre, ce que je disais par rapport à tout ce que j'ai évoqué juste avant, c'est que
c'est plus autant le leader incontestable des stats avancées que ces dernières années, et même en termes de pourcentage aussi, ou de passes décisives, c'est un peu moins bon que l'année précédente. Il avait fait une très bonne année l'année précédente, où il avait fini 2e au trophée de MVP derrière Joel Embiid, mais cette année il fait un petit peu moins de passes, ses pourcentages ont aussi un petit peu baissé. Est-ce qu'on va le pénaliser pour ça? Je sais pas, parce que pour compenser, moi je trouve qu'il coche aussi une vraie case, c'est le fait que le bilan de Denver est beaucoup mieux que celui de l'année dernière finalement. Alors beaucoup mieux non, mais aujourd'hui, les Nuggets sont en course encore une fois pour le top 1, et pour cette première place de la conférence Ouest, mais aussi en course pour décrocher le meilleur bilan de l'histoire de la franchise. Là, de mémoire, il faudrait qu'ils gagnent 11 de leurs 14 ou 15 derniers matchs, là, quelque chose comme ça, j'avais vu la stat, pour obtenir le meilleur bilan de l'histoire de la franchise, et c'est vraiment possible qu'ils l'obtiennent, hein, et ça, ce serait un vrai accomplissement qui donnerait, je pense, encore un atout supplémentaire pour Nikola Jokic. Donc maintenant, à moins que Jokic lève le pied sur la fin de saison, et que les Nuggets se concentrent plus sur les playoffs, en faisant beaucoup tourner, en faisant beaucoup de load management, en faisant beaucoup jouer les remplaçants, quitte à sacrifier la première place, mais pour arriver en bonne forme en playoff, ça peut être la raison qui peut handicaper Jokic jusqu'à la fin de la saison, et encore c'est même pas sûr, parce que même quand Jokic lève le pied, il continue à être bon, même en jouant facile il arrive à être dominant, mais voilà, à moins que justement une décision des Nuggets de s'économiser avant les playoffs puisse donner le champ libre à OKC et à Shai Gilgeous-Alexander, je trouve qu'aujourd'hui c'est très difficile de prévoir qui va s'en sortir avec le trophée de MVP en fin de saison, surtout que comme je disais, même quand Jokic il donne l'impression de lâcher du lest, il reste toujours ultra dominant. Donc on va voir, j'ai hâte de voir vos votes, je vous donnerai le mien après, et on verra s'il a changé depuis la vidéo de Shai Gilgeous-Alexander, et ensuite on ira voir le Discord. Et donc pour finir, le trophée Ivan du rêve du MVP, du meilleur joueur de la saison, ça a été très 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 serré, parce que ça se joue à 48% contre 43 et 9 pour l'autre, c'est Nikola Jokic. Et vous me pardonnerez, j'ai laissé le trophée Omer Dallor derrière, donc le visuel. Vous me pardonnerez pour ça, j'ai pas fait gaffe. Une petite erreur, mais non, il s'agit bien du trophée Ivan du rêve du meilleur joueur, comme c'est écrit en haut. Et donc oui, 48% d'entre vous Nikola Jokic, 43% pour Shai Gilgeous-Alexander, 9% pour Luka Doncic. Donc ça s'est joué ça a été très serré. Perso, comme je disais un petit peu en off là, pendant que vous faisiez le sondage, j'ai beaucoup de mal à me décider, et finalement j'ai envie presque de taper en touche. Je dirais que si je dois élire mon MVP d'aujourd'hui, le Thunder a une victoire d'avance. Donc là, tu prends la solution de facilité, tu mets Shai Gilgeous-Alexander. Mais j'ai envie de mettre Jokic peut-être aujourd'hui, vraiment, parce que je le trouve encore une fois très bon, mais la narrative va dans le sens de Shai Gilgeous-Alexander, mais Jokic est tellement complet, a tellement d'impact sur ses Nuggets, c'est vraiment tellement lui le cœur de la team. Shai Gilgeous-Alexander pourra encore en avoir d'autres, et Nikola Jokic c'est peut-être les derniers moments où il peut en avoir, donc peut-être que là je choisirai Jokic, et j'irai aussi à l'inverse de ma vidéo. Par contre, c'est là où je dis que je vais peut-être botter en touche, c'est que je me dis que Jokic, il en a rien à battre d'être encore MVP, il l'a déjà eu 2 fois, il en a absolument rien à foutre de ça. Et si la fin de saison il veut la jouer à 2 à l'heure, et on l'a vu de toute façon le match contre Dallas, il avait déjà l'air de jouer à 2 à l'heure, et ça se peut qu'il finisse la saison comme ça un peu en roue libre en disant c'est bon, donnez le MVP à Shai, mais moi vous allez me voir en playoff. Et je pense que c'est ce qui va sûrement se passer. En tout cas, je suis pas du tout devin, mais c'est un scénario que j'imagine envisageable. Et voilà, même s'il fera toujours ses stats, on a Shai Gilgeous-Alexander qui lui va faire un gros run et qui va tout péter pour essayer de décrocher cette première place de la conférence Ouest. Et donc voilà, peut-être Nikola Jokic du coup MVP aujourd'hui, mais à la fin de la saison, je prévois et je mets une petite piécette sur Shai Gilgeous-Alexander. En tout cas, c'est cool, on a vu que ces awards, en plus de ça, vous avez été nombreux à voter pendant tout le long. Ça a été trop bien parce que il y a eu plein de désaccords. En vrai, il y a eu plein de désaccords. D'ailleurs, j'ai même pas regardé les votes du Discord. Et le vote du Discord, vous êtes Shai Gilgeous-Alexander. Donc c'est, ouais, de toute façon, ça se joue vraiment entre les deux, parce qu'il y a que 10 points d'écart avec Nikola Jokic. Luka Doncic est le 3e favori. Et après, évidemment, 4 et 5, il n'y a pas de surprise. Giannis et Jason Tatum qui méritent tous les deux d'être cités en 4 et 5. Kawhi, Anthony Edwards, Sabonis, j'aurais peut-être pas mis si haut, mais pourquoi pas. Après, il fait une très grosse saison, mais il fait une très grosse saison, il me fait même mentir, tiens, Domantas Sabonis. Je sais que ça fera plaisir à certains que j'admette mes torts de temps en temps, mais voilà, une course au trophée qui est très serrée, des désaccords qui sont très nombreux, mais je trouve que tout se justifie. Ça montre à quel point les dernières semaines, les derniers matchs vont être super intéressants à suivre, parce qu'en fonction de qui réalisera les meilleures fins de saison pour les trophées qui sont serrés, mais je pense qu'on aura nos candidats, on aura nos vainqueurs. Donc voilà, je refais un petit placement, mais ça peut être l'occasion de justement se prendre le League Pass pour suivre tout ça. Ça peut être très cool. Quoi qu'il en soit, merci vraiment à tous sur Twitch, c'était chouette. J'espère que sur YouTube vous kifferez le best-of et vous laisserez vos commentaires. Et nous, on se retrouve très vite samedi sur YouTube pour une autre vidéo et lundi soir sur Twitch pour un nouveau live.